Oui, et un autre gauchiste, un des bunkers de gauche qui nous a comparé à l'alt-right et tout. Il t'a Donc il bloqué? discute pas avec nous. Non. La question, c'est de savoir c'est quoi l'extrême droite à ce moment-là. Ouais, Bon, de toute effectivement. façon, on va Bah, de pas toute façon, commencer le débat oui, c'est vrai, maintenant, non? encore. Ouais, vas-y, je vais lancer le record. Bah, salut la gauche, salut à tous. Salut. Salut. Euh, Bah, déjà pour commencer, je pense que je dois des explications aux gens qui suivent ma chaîne, parce qu'à la base, le plan initial, c'était de réaliser une première partie entre gauchistes, des gens de gauche, qui devaient nous expliquer pourquoi ils pensent qu'il ne faut pas débattre avec l'extrême droite, et je voulais faire une deuxième partie où justement j'invitais un peu d'opposition, bah, des droitards et tout, avec des gauchistes, pour essayer de faire une sorte de melting pot autour de ça. Salut, c'est Mathias. Je me permets juste d'interrompre l'intro de la vidéo, juste pour m'éclaircir un petit peu. Je sais que je vous avais promis une deuxième partie avec un peu plus d'opposition, limite un truc gauche versus droite, mais je trouvais ça cool de laisser quand même l'autre partie de la gauche s'exprimer sur pourquoi il faut débattre ou pas avec l'extrême droite. Par contre, ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est que vous mettiez en commentaire, par exemple, quel genre de débat vous verriez, quelque chose d'assez pertinent et intéressant. Par exemple, je sais pas, le débat rêvé, pour vous, ce serait, je dis une bêtise peut-être, mais Rochdi versus Kali, Papacito versus telle personne. Et ça pourrait être sur n'importe quel thème, je sais pas, mais quelque chose qui est quand même assez raccord avec ce qu'on vient d'énoncer. Par exemple, gauche versus droite, est-ce que ça sert encore à quelque chose de débattre? Gauche versus droite, qu'est-ce qui nous oppose? Gauche versus droite, sur quoi on peut s'entendre? Mettez ça en commentaire, peut-être que tous ensemble on peut arriver à faire un truc plutôt cool en guise de troisième vidéo et en guise de dernière conclusion à ces deux premières vidéos déjà publiées. Voilà, bah, j'espère que c'est clair. Bah, bon visionnage à vous, salut. Une sacrée fracture quoi, même entre gauchistes, vous n'êtes pas d'accord. Il y en a qui pensent qu'il faut débattre avec l'extrême droite, qu'il faut les défoncer, il faut aller sur leur terrain, il faut leur montrer qu'ils ont tort sur plein de trucs, et d'autres, bah, comme Usul et Madame Obono, qui pensent que non c'est bon, c'est du passé, faut pas débattre avec eux. Donc c'est pour ça que vous êtes là, merci à vous, c'est cool. Je vais vous présenter assez rapidement, il y a Dany Arraz, salut. 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 Vous êtes les premiers Twitchers politiques de gauche, si on peut vous décrire comme ça. Allez, bien Les sûr. premiers, il y a On est pas les eu. premiers, non, on est les premiers. Oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai, vous c'est êtes vrai. les premiers. En termes de temps. Hein. Bah, voilà, Ah, en termes c'est d'enregistrement, vrai. c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. En haut à Vraiment, gauche, pas. en haut Voilà. à gauche, on a Lisandre de la chaîne Calivision, salut. Bonjour. Et en bas à droite, on a Wissam, qu'on peut retrouver sur des podcasts sur la chaîne Parole d'Honneur, et sur Twitch aussi, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais. Partout, on est partout. Partout. Bah, pour commencer, on va déjà faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première émission et des prises de position des invités que j'ai pu recevoir? On va commencer par Dany Arraz, par exemple. Ah, Oula, on alors, le commence. problème, c'est que j'ai déjà tout oublié, moi. Non, mais je me rappelle, Non, non, je rigole. on en a parlé en live. Ce qui était intéressant, je trouve, c'est que sur bon, les positions, nous, on s'y attendait. C'est les positions habituelles de faut pas aller discuter avec eux, ça sert à rien. De toute façon, ils nous enferment dans nos thèmes. Enfin voilà, la vidéo existe. Vous irez voir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, Daniel Obono était celle qui, par souci de combat électoral, au final, n'était pas contre l'idée des fois de devoir aller se confronter avec eux, notamment dans un cadre d'un débat présidentiel typiquement. Et puis bah, la preuve, on l'a vu puisque son candidat est allé débattre avec Éric Zemmour après. Et, euh, et au final, est-ce qu'ils étaient tant que ça tous contre le débat? Moi, je trouve que elle ne l'était pas finalement. Elle était pas tellement. Après, c'est aussi dans son rôle de députée, quoi. Ça fait partie de son rôle. Et puis même, elle s'est fait beaucoup, elle, alpaguer en plus sur les plateaux télé et tout. Pas que ce soit même par les journalistes. Finalement, presque tout le monde est hostile à Daniel Obono en plus sur les plateaux. Donc bon, elle est un peu obligée par sa fonction. Mais c'est vrai que du coup, a priori, moi, je m'étais dit que ça devrait être celle qui est la plus timide sur le sujet et qui va être le plus à condamner en mode républicain, l'extrême droite, nan. Et au final, j'ai été surpris de voir que ça a été elle qui a le plus défendu cette idée-là, quoi. Que bah, si l'idée, c'est pas forcément en plus. Parce que moi, en fait, le problème, débattre avec l'extrême droite, déjà, j'ai un problème, c'est débattre, hmm, combattre. Ah! Moi, Ouais, c'est plus l'idée qu'il faut combattre l'extrême droite que le terme nous débattre dérange avec un elle, peu. quoi. Mais là, Et on ça sort peut de... parfois passer par le débat d'idées, mais pas toujours, justement. Mais je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter Ouais, avec clairement. Pour parler de finir sur les interventions, c'est justement c'est ça, c'est que ça n'a parlé que du fait de débattre et rarement de combattre. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez par exemple de la prise de position d'Usul qui lui pense fermement qu'il faut pas du tout débattre catégoriquement? Après, Usul, il a un positionnement particulier. Usul, en vrai, il a souvent montré qu'il avait raison aussi de ne pas leur donner d'attention. Je sais pas comment dire, mais Usul, il cristallise un peu, c'est genre la figure centrale de la gauche internet. Genre dans toutes les vidéos, tous les droitards, tout le monde attaque Usul. Enfin, presque,
tu fais réponse à Usul et t'es sûr que ta vidéo a fait 1000 vues. Donc je sens qu'il y en a plein qui ont cet intérêt-là. Et Usul, il a déjà son taf à Mediapart, on oublie, mais c'est du travail d'écriture, de montage, de réalisation, toutes les 2 semaines en ce moment, mais chaque semaine l'année dernière. Il a ses streams, il a aussi ce qu'il fait à côté, sa propre vie et tout, etc. Donc lui, il dit clairement, moi, j'ai pas le temps pour ça. Je trouve pas ça intéressant et j'ai pas envie de donner plus que ça du temps à Papacito, à machin, un truc. Et d'ailleurs, le bon exemple de pourquoi il a raison, c'était sur notre fameux stream avec lui qui était un peu polémique, où justement il a craqué presque, entre guillemets, pour la première fois, par rapport à Tatiana et au harcèlement qu'il reçoit en fait en permanence de cette extrême droite, avec des gens qui font tout le temps des vidéos sur lui et tout, comme je l'ai dit. Et à ce moment-là, quand il a craqué, on a vraiment vu, direct, voilà, tout le monde, toute l'extrême droite en a parlé, Usul harcèle une femme, machin, etc. Alors, tous ses propos n'étaient pas les plus intelligents et les plus pertinents, mais il n'a pas le droit, en fait. Donc, il n'a pas le droit à l'erreur aussi. Et Usul, il cristallise tellement que son positionnement à lui en particulier, je le pardonne, quoi. C'est vrai que s'il commence à aller débattre avec Papacito, ils vont tous vouloir débattre avec lui. Enfin, je vois bien le... Il s'en sortira jamais. Ils veulent déjà pas le lâcher s'il commence à rentrer dans cet engrenage. Donc à terme individuel, on comprend, mais du coup, parfois, le problème, c'est que ça en vient à disqualifier d'autres militants qui sont dans d'autres contextes, d'autres situations, qui eux pourraient peut-être y aller. Là, je pense par exemple à Calivision, je pense que tu vas en parler. Après, toi, tu as eu quelques expériences qui sont plutôt bien passées. Nous, on en a eu aussi qui sont plus ou moins bien passées. On a eu des bons, à peu près bien passés, et d'autres où ça a servi globalement à rien. C'est ça. Donc il y a pas, c'est encore une fois donc, le débat c'est le noir et blanc, hein, c'est un peu nul de dire il faut absolument ou il faut pas. Ouais, c'est ça. Les discours sont un peu idiots. Toi, Kali, t'en penses quoi? Enfin, t'en as pensé quoi de cette émission? Moi, il y a beaucoup d'arguments avec lesquels j'étais d'accord, en fait, même si c'est, comment dire, pour moi, c'est une question, en fait, qui est de l'ordre individuel, choisir de débattre ou non. Donc, finalement, il y a plein d'arguments, je les entends complètement. Dire, moi, j'ai pas le temps, j'ai d'autres sujets de prédilection, j'ai pas envie de me retrouver sur un plateau avec des racistes, avec des homophobes, etc. Je le comprends parfaitement. Et moi, je suis pas dans un truc de dire, il faut absolument débattre tout le temps, en tout temps, y aller en permanence, être une espèce de guerrier, etc. C'est pas du tout ma position. Donc, tous ces arguments-là, je les entends. Je les comprends et au final j'étais même content finalement d'entendre que Daniel Obono, malgré tous ces arguments, à la fin, comme disait Raz, elle admettait qu'en période électorale, on ne peut pas y couper en fait au débat d'idées, on ne peut pas déserter ces terrains-là, en fait ça fait partie du terrain politique. Donc moi le débat je le vois comme ça et c'est vrai que du coup le côté prescriptif de vouloir dire il ne faut jamais débattre avec l'extrême droite, j'ai un peu du mal parce que je pense qu'en fait c'est une question de moment, de stratégie. Parfois ça va réussir, parfois ça va rater. Et en fait s'interdire de tenter parce qu'il faudrait une espèce de règle d'or, on ne débat jamais avec l'extrême droite parce que ça la légitime, c'est souvent l'argument qui est donné. Moi je trouve que c'est un petit peu prendre les choses à l'envers parce que en l'occurrence c'est quand on n'est pas là pour imposer notre discours, nos thèmes, etc. que l'extrême droite se légitime toute seule en fait. Et c'est pas parce qu'on accepte le débat qu'on la légitime. Et cette idée-là, je la trouve pas forcément très pertinente et donc c'est là-dessus surtout moi que j'étais pas d'accord sur l'idée que débattre avec l'extrême droite c'est forcément les légitimer. Je trouve que Zemmour aujourd'hui en fait il a pas besoin de l'extrême gauche pour être légitime. Au contraire en fait c'est quand on refuse de parler de lui, quand on refuse d'en parler qu'il prend encore plus de place et que le discours de la gauche ou de l'extrême gauche n'est pas audible en fait. Donc si c'est ça la stratégie, c'est de pas être audible en fait, je comprends pas très bien où on veut en venir. Donc je comprends d'un point de vue individuel que Usul, le Bouzeux, Daniel Obono n'aient pas envie de s'imposer, d'entendre des propos horribles et de devoir y répondre et de devoir se mettre dans cet état mental, cet espace mental des droitards, etc. Je le comprends parfaitement, mais ce que je demanderais, c'est pourquoi en fait l'interdire aux autres? Pourquoi ne pas soutenir ceux qui font ce combat-là, ceux qui y vont, ceux qui ont envie et du coup, plutôt que d'être toujours dans un truc de « Ah mais finalement vous êtes des droitards parce que vous acceptez le débat avec eux », de comprendre en fait d'où on vient, pourquoi on fait ça, quelle est notre logique et quelle est notre stratégie, plutôt que un peu de manière essentialisante, un peu dire ça, c'est toujours quelque chose qui sera négatif, alors que les faits prouvent que c'est pas le cas. Il y a des débats qui nous ont aidés et des débats qu'on a perdus. Et en fait, c'est refuser le débat. Par contre, ça, c'est certain que la victoire ne sera pas possible en refusant le débat, quoi. Moi, c'est plutôt de ce point de vue-là que je me place. C'est une question de personnalité, tu dis de temps, de moment. C'est aussi, il y a des gens qui ont envie de faire ça, qui sont bons à ça. C'est comme se mettre en avant en manif ou faire partie des gens qui vont carrément même, tu vois, à la baston. Bon, on n'a pas avec nous, on devait peut-être avoir avec nous justement un antifa pour ce débat. Mais même pour ça, il y a des gens, voilà, c'est leur truc. Et d'autres, ils vont être en mode, non, moi je fais, mais c'est Usul.
Je fais mes vidéos, je produis mon contenu, je produis mes idées. C'est déjà du combat politique. C'est pas à moi d'aller débattre avec machin et trucs. Toi, c'est déjà plus dans tes cordes et t'en as envie. Je pense que c'est ça aussi de se dire, bah, il y a des militants qui sont utiles pour faire ceci et des militants qui sont utiles pour faire cela, quoi. Et qu'est-ce que En ça a vrai, pu même- donner du coup, Lisandre? T'as dit que t'as déjà pu débattre avec des gens d'extrême droite sur ta chaîne ou pour ton radio libre? Oui, parce que moi je fais des radios libres, donc n'importe qui peut venir. Bah, ça dépend. Parfois c'est complètement improductif et t'as juste des gens qui insultent et qui disent des trucs racistes et c'est débile. Et parfois on arrive à aller un petit peu dans d'autres choses. Parfois on arrive à parler de l'intime aussi des personnes qui défendent ces idées-là. Une discussion, ça permet d'aller sur d'autres plans en fait et de pas rester que dans un truc très opposition politique d'arguments, mais aussi de dire mais finalement pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui dans ton expérience personnelle t'a amené à ça? Et là on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus compréhensible et d'un coup on développe de l'empathie en fait. Et après, peut-être que aussi ce que veulent éviter les gens qui refusent le débat avec l'extrême droite, c'est de développer de l'empathie pour ses adversaires. Mais moi je pense que c'est une phase importante pour comprendre exactement d'où ils viennent, d'où ils parlent, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et en fait, bah, voilà, pour moi c'est un truc essentiel. Mais pour revenir sur ce que disait Dany, au final, Dany Raz, on vous accuse de faire énormément de débats avec l'extrême droite, mais en vrai vous en avez fait quoi? Peut-être trois en 2 ans et demi. Ouais. C'est ça, il y a C'est même Vous aviez pas reçu forcément qui, votre, d'ailleurs votre spécialité quoi au final. Le premier, c'était Cro-Blanc. Et le contexte était un peu particulier. Voilà, c'était Bon, spécifique. Cro-Blanc était en live en train d'insulter. Alors déjà, bon, je dis ou pas, ouais, je vais dire ce qu'il a dit. Hein. En mode, ah là là, Dany, c'est un dhimmi, ça se voit, sa daronne, elle se faisait violer par des Arabes. Enfin, voilà. Ah ouais, il avait dit ça? Ce niveau-là, Ouais. déjà. Ah, et on pense- pas, et ça, c'est dans le moins pire. Voilà, et comment j'ai su ça? Bah, j'ai su ça parce que direct, je recevais des commentaires sous mon Insta, des gens qui venaient me traiter de PD, de machin, etc., sur Twitter et tout. Donc là, je me suis dit, oula, je dois me faire harceler par un mec d'extrême droite parce que j'ai l'habitude maintenant. Oui, Quand on je a vois ça. cherché lequel? Et j'ai cherché, et puis c'était, je vois Cro-Blanc, des gars Cro-Blanc, parce qu'en plus, quand c'est un peu débile, et je vois, il est en live, donc j'y vais. Et ensuite, il regardait mon film et il insultait en plus mes amis, parce qu'il se moquait de mes amis, Elvira Ibrahim dans le film, etc. Donc j'ai vu ça et je me suis dit, bon, je fais quoi? Parce que j'ai eu déjà l'expérience d'un peu laisser couler quand je me faisais emmerder par l'extrême droite. Hein, et ça marche pas. Parce que bah, forcément, tu passes pour une victime. En plus, tu te défends pas, t'oses pas répondre. Nanana. Et je me suis vu que Cro-Blanc, on est chez le virilisme absolu. On est dans le virilisme absolu. Je vais y aller en mode viril. Je suis arrivé sur le chat en mode, hey, Cro-Blanc, vas-y, viens, on discute. Vas-y, viens si t'es un homme. Et du coup, tout son chat d'un coup, ils sont tous calmés. Ils sont tous été en mode Cro-Blanc, prends-le. Cro-Blanc a refusé pendant genre 1 heure, mais comme tout son chat, c'est les règles de la virilité, était en mode le duel. Ah, il assume. C'est ça, il fallait qu'il assume, donc il a fini par me prendre. J'y suis allé et le débat, je dirais, il a duré 2 heures. Il y a eu une première heure où globalement, je lui ai imposé tous mes thèmes puisque ça n'a fait que tourner autour des LGBT. Lui, il faisait des références à ça parce que clairement, il a un problème avec ça. Je Ouais. pense qu'il est homosexuel refoulé quelque part, à mon avis. Parce que souvent, il remettait ça sur le tapis et du coup, bah, moi, je le trollais un peu et j'allais un peu dans le truc. Et puis bon, c'est dur de débattre avec Roman Après, parce qu'il c'était- hurle beaucoup. Juste, c'était débile. Lui, il fait que hurler. Il C'est ça, tapait c'est ça. sur la table. Non, mais il est aussi très bête. Et je pense Ouais. que ça a été l'un des intérêts d'avoir débattu avec lui. C'est d'avoir prouvé à quel point il est teubé. À Il quel est- point. Et je veux dire, maintenant, il a été décrédibilisé pour beaucoup. Et je veux dire, ça sert plus à rien de débattre avec Cro-Blanc. Quand Ouais. on propose un débat, moi j'envoie la vidéo avec Dany. Et puis voilà, on voit la nullité du gars. C'est ça. Et C'est ça. il était déjà bien décrédibilisé. Et ça a été un truc qui a fini de. Et puis justement, j'ai vu beaucoup, même genre chez Teddy Boy RSH et d'autres mecs droitards, ils ont beaucoup parlé de ce débat. Et globalement, ils donnaient pas Cro-Blanc Pourtant, il gagnant nous du tout. Hein. déteste. Hein. J'ai Pourtant, même il vu nous- Valek lui dire démerde-toi C'est ça. pendant le débat. quoi. Et ces gens-là, ils nous détestent. Hein, ça empêche pas. Hein. Oui, ils m'aiment pas du tout. Et pour eux, enfin, ils pensent. Mais après, sinon, on en a fait d'autres. On en a fait un qui a été beaucoup reproché avec Camarade Charles, avec Greg Tabi. On va Ouais. pas passer 10 heures sur nous. Hein, Mais mais... camarade Charles, justement, pour nous, c'était plus, on se disait, pour nous, c'est un gauchiste, laïcard, raciste, plus que quelqu'un vraiment d'extrême droite. Et on trouvait ça intéressant. D'ailleurs, le lendemain, on a reçu Tanguy Lacroix, ça aussi, les gens l'oublient. avec Tanguy Lacroix, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Descharlison, justement, c'est lui. C'est l'inverse. Oui, non, je me trompe. Descharlison, c'est la personne qui débunk Ouais. du coup le phénomène des Charles. On a reçu les deux. Hein. Après, surtout, nous, ça a été Greg Tabibian. Pour finir, faire très rapidement, ça, celui-là, à ce moment, était vraiment nul à chier. Il y a eu Barbare Il y a Civilisé pas- aussi. Oui, bon, ça, il y a eu Mais un- pareil, il a rien dit pendant. C'est ça, les 1 deux heure. derniers, c'est inintéressant, en fait. Mais le problème, c'est qu'ils sont nuls. Je veux dire, il y a une vraie nullité. En fait, la vraie difficulté, l'une des vraies difficultés quand on doit débattre avec l'extrême droite, c'est que c'est nul. Je veux dire, moi, je prends l'exemple de Messia. Qu'est-ce que tu veux débattre contre Messia? Je veux dire, t'es obligé de. En fait, il y a un truc très intéressant, c'est par exemple, il y a Louis Boyard. Louis Boyard qui est très très bien,
qui est un jeune de gauche, qui a des bons arguments quand tu le prends dans un vrai débat, dans une vraie discussion qui est excellent. Mais quand il est à touche pas à mon poste, bah, c'est tellement tout est nul que même lui devient nul. Donc, Oui, c'est lui des difficultés. Qu'est-ce que tu veux dire face à eux? Qu'est-ce que tu veux dire? ouais, c'est réel, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous on a arrêté aussi, parce que nous on a vu la limite du truc, quoi. Et même, je pense que c'est surtout par rapport à nos personnalités, où ça fitait pas avec ce qu'on était, mais c'est pas pour ça qu'on croit pas au fait d'aller débattre avec certains Ouais. et d'aller les détruire en débat. Et nous on a des stratégies combattre l'extrême droite, nous on a des stratégies, par exemple, on réagit à leurs vidéos et Mhm. on débunk, on se moque de leurs vidéos, et ça on trouve ça plus efficient Bah ouais. par rapport à ce qu'on est. Et ça fait partie Puis là, du ils se grand cachent truc pas, de parce que combattre. souvent ils cachent leur discours. On l'a vu avec Zemmour face à Mélenchon, causaient plus d'un coup. Genre les changements de prénom, Ouais, la déportation, la réimmigration. Il en parle Il n'osait plus du tout. Alors qu'il ose, on a regardé sur Thinkerview, il ose là, il ose en là, parler, il il ose n'y a tout, pas de ouais, problème. y a pas de problème. Ouais. C'est bizarre, pourquoi ils sont allés chez Thinkerview être racistes? Ouais, c'est bizarre. Et pas face à Mélenchon. Mais en fait, ouais, souvent il y a ça, quoi. Et en fait, là, je pense que l'extrême droite, quand c'est dans un intérêt de se défendre pour Cro-Blanc, je trouve que c'est intéressant parce que tu montres que toi, c'est bon, t'as le courage et tu peux venir et t'as les idées et tu peux te défendre, mais et que l'autre en plus est nul et te répond mal. Et ça, c'est quelque chose qui peut t'aider. Moi, clairement, ça a empêché que le harcèlement des fans de Cro-Blanc continue. Ouais. Ça l'a stoppé net. Hein. C'est ça. Parce que derrière, ils étaient vraiment en mode bravo, t'as du courage, Pour nanana. finir sur notre cas, parce qu'on va pas parler. Oui, mais c'est ça le seul Pour finir, intérêt. voilà, la grande victoire qu'on a eue, c'est que Cro-Blanc, on a arrêté de se faire harceler, à part des petits moments où il est revenu faire un peu chier, mais c'était moins vénère. Le reste, Mais c'était sinon, inutile. sinon, c'est au niveau des viewers, on a eu quand même des gens qui sont venus nous dire, beaucoup notamment des LGBT au placard, étonnamment, beaucoup de mecs gays qui étaient dans des communes d'extrême droite par autodétestation. Ça, on en a eu quelques-uns. Mais après, sinon, bah voilà, quoi, c'est pas pour ça qu'on va retourner. On va Ouais, pas s'amuser à faire ça, quoi. Bon, après, parler avec des droitards, c'est-à-dire, par exemple, on a débattu avec Guillaume Carayon Ouais, sur mais c'est la les chaîne républicains, L'écrivain, ça. un républicain. Et bah là, bon, on n'était clairement pas d'accord, mais au moins on s'écoutait parler, on pouvait débattre, il sortait ses arguments, je sortais les miens. Ça, pour ça, moi je pense que c'est possible, mais l'extrême droite, ils sont tellement bêtes et surtout tellement méchants. C'est-à-dire qu'ils insultent, ils attaquent justement la deuxième heure avec Cro-Blanc sur l'islam, impossible de parler. Il ne faisait qu'hurler en fait. Donc tu fais comme tu fais là, tu vois que ça ne sert à rien dans ce genre de cas. Par contre, comme tu fais toi, Kali, avec justement plus des mecs qui sont d'extrême droite mais qui sont isolés et tout, je pense que là, c'est un intérêt empathique aussi de dire hey, attends, regarde, peut-être tu te trompes, remets-toi en question, etc. Là, ça a peut-être plus de sens que les grandes figures qui n'ont rien de spécial à faire à part du clash. Et souvent, en plus, pour eux, c'est du business. Là, je pense Papacito, l'intérêt, lui, il vient que pour le business, je pense, tu vois, presque. Mais en plus, le rapport de force, il a tellement viré que par exemple, toi, tu as dû te justifier en fait sur tous les trucs. Genre, il lance une dinguerie et il dit, mais prouve-moi que c'est faux. Tu vois? Par exemple, il va te dire, prouve-moi que les musulmans violent pas les femmes. Et donc, à chaque fois, en fait, et alors que c'est de lui qui devrait justifier de ses idées, de tout son. Alors, maintenant, et donc, on est dans une position défensive où chaque fake news de l'extrême droite, on doit la débunker à chaque fois. Donc, c'est aussi l'inégalité qu'il y a dans le débat, notamment quand tu vas chez eux et chez, comment il s'appelle, Cro-Blanc. Ouais. Et toi, C'est Wissam, ça. d'ailleurs, t'en as pensé quoi de ma première émission avec Usul, Daniel Le Bono? Ah, merci, on laisse les racisés parler. Enfin, Merci. Merci. enfin. Je rigole, j'aime pas ce terme en plus. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que tu n'as pas écouté le bouseux, parce que le bouseux, il a dit qu'il fallait pas discuter avec l'extrême droite, et tu m'invites. Or, pour le bouseux, L'extrême droite vu racisée. comment il nous traite, je pense que je suis d'extrême droite. Parce qu'il nous traite d'antisémites, de sexistes, et il nous bloque après. Non, mais je veux dire, en fait, je fais ce petit drama pour dire qu'il y a aussi en fait un problème dans l'extrême gauche, dans cette idée dont on ne discute pas avec l'extrême droite, c'est que leur définition de l'extrême droite est tellement floue parfois que ils vont rejeter des personnes comme nous. Alors nous, pour les gens qui ne nous connaissent pas, moi je suis un ancien du PIR, du Parti des Indigènes de la République, je suis un proche de la Poutelja et tout, et on va nous cataloguer comme l'extrême droite, mais sans qu'on nous laisse la discussion. Là, il y a quelque temps, c'est un débunker de gauche qui avait fait un article pour en fait déconstruire tout le discours autour du wokisme à l'extrême droite, et qui d'un coup, je sais pas pourquoi, nous attaque nous, en disant que nous, on est comme l'alt-right, c'est-à-dire qu'on est aussi l'extrême droite. Et donc, je lui ai demandé des explications. Je lui ai demandé, mais attends, en quoi tu peux dire qu'on a le même projet que l'extrême droite? Et il m'a bloqué. Donc, en fait, je fais cette petite parenthèse pour dire que j'ai vu ça dans les commentaires. C'est vrai que parfois, il faudrait définir ce qu'on entend par extrême droite, tu vois, parce que parfois, c'est un peu le truc facile pour éviter de discuter, pour éviter de débattre. Et après, je suis aussi d'accord avec ce qu'ont dit les trois camarades, c'est que le problème du débat, c'est que tu es souvent
en fait, il y a un grand principe moral. On ne discute pas avec l'extrême droite. C'est devenu un dogme. Mais en fait, qu'on n'interroge pas, tu vois. Je veux dire, pour moi, on ne discute pas avec l'extrême droite. La question, est-ce qu'on doit discuter avec l'extrême droite? Elle dépend du contexte. Elle dépend du rapport de force. Elle dépend de qui est dans les médias, de qui y va. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas vraiment une réponse finie sur la question. Elle va dépendre vraiment de la période. Et aussi, ce qui m'a interpellé, moi, je serais plus proche, comme un peu tout le monde, des réponses apportées par Bono, parce que Le Bouzeux, il a vraiment une vision idéaliste du débat. C'est-à-dire que lui, il croit que ça va être des arguments contre des arguments, ça c'est un vrai débat, et on va essayer de convaincre l'autre. Mais ça, c'est faux, je veux dire. Personne va dans un débat avec la conviction qu'il va réussir à convaincre l'autre. C'est pas comme ça, un débat. Un débat, c'est pas toi et moi. Un vrai débat, c'est il y a toi et moi, et il y a un auditoire. Et le but du jeu, c'est de convaincre l'auditoire. C'est pas d'essayer de convaincre l'extrême droite. Bien sûr qu'on va pas le convaincre. Quand Mélenchon, il va débattre avec Zemmour, il y va pas pour convaincre Zemmour, mais il y va pour un objectif, et l'objectif, il est clair, c'est de convaincre tout l'auditoire. Donc je pense que, en fait, la question principale quand on va poser un débat, c'est l'auditoire, comment on peut convaincre, et justement, tu as des débats contre l'extrême droite qui t'offrent, comme il y a eu avec Mélenchon, qui t'offrent un auditoire important à BFM, il faut s'en saisir. Mais bon, voilà, c'est vraiment dans le contexte, quel est le contexte? Question de stratégie, quoi. C'est intéressant ce que tu as dit, où tu disais que tu t'étais fait bloquer. Il y a beaucoup de bouseux, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, ce que je trouve c'est les adversaires, au final, parce que bon, il y a moyen de s'engueuler avec vous sur des sujets. Bon, alors dire que vous êtes d'extrême droite ou quoi, ça me fait doucement rigoler. En plus, avec, je veux dire, c'est un débunker, et son argument, c'était une citation d'Ouria sortie du contexte, et collée sur une image, tu vois. C'est un peu comme l'extrême droite va te faire un mème avec une image et tout, vous voyez. Donc je me suis dit, putain, mais ça, c'est un zététicien. Et sa preuve qu'on est dans le trade, c'est ça. Mais en fait, ça m'amène à un truc, c'est que aussi, le Bouzeux, mais aussi Usul, ils étaient en mode... en fait, quand tu les écoutes, t'as l'impression que eux, c'est la raison. Eux, c'est la rationalité. Eux, c'est les arguments. Mais, je veux dire, nous, en tant qu'antiracistes, on a pu voir que la gauche, en termes d'irrationalité, parfois, elle y est. Je veux dire, vraiment, il y a des trucs... rien que la question de la race. La question de la race, elle provoque une irrationalité dans la gauche que tu te dis... Qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que l'un des problèmes aussi, c'est qu'il n'y a pas assez un retour critique au sein de la gauche, et qu'on est... en fait, on se questionne pas, on se pense garant de la vérité, et on s'interroge plus. Et donc, à partir de cette idée-là, on est garant de la vérité, on se met des principes, et voilà. De toute façon, on a raison, peu importe les discussions. Au final, le problème, il vient plus... Parce que sur ce sujet-là, le vrai problème qu'on a rencontré, c'est pas de se dire bah tiens là c'est utile, là c'est pas utile, on essaye, on regarde, et puis même nous on essayait, on disait bah ok ce débat il était pas si intéressant que ça, on débriefait avec les gens, avec notre chat et tout, c'était les retours qu'on avait, où du coup on devenait d'extrême droite, genre je suis allé voir Cro-Blanc qui quand même m'insultait, hein. Je suis allé défendre plus ou moins mes idées face à quelqu'un qui me hurlait dessus, qui me harcelait etc, et la réponse de la gauche a été de dire regardez les d'extrême droite, il va parler avec son pote Cro-Blanc. Ça je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Genre, t'as quand même 1 heure de discussion où il fait que me traiter de PD, quoi. Genre, comment à gauche, ça ne peut pas... Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça que je n'explique pas, qui est genre vraiment, c'est impossible. C'est de la pureté morale à ce stade, tu vois, genre, il ne faut jamais y aller. Alors tu vois, qu'on dit c'était une mauvaise stratégie, c'était pas la bonne idée. Non, t'as pas été assez fort, t'as perdu le débat. Genre, Mélenchon, tu vois, qu'on dise, peut-être il aurait pas dû, peut-être qu'il a pas été bon. Ok. Genre, nous, par exemple, on l'a trouvé sur le nucléaire, on l'a trouvé nul face à Zemmour, par exemple. On l'a défendu sur l'idée du débat, je crois. Toi aussi, Wissam, t'as été vachement critique avec le résultat. Mais alors, j'ai été critique sur le résultat, mais moi, j'ai toujours été pour qu'il aille débattre, et je suis toujours de l'avis qu'il devait aller débattre, de toute façon. Mais et c'est pas que, je veux dire, la réaction de la gauche, elle a pas été que contre toi, elle a été aussi contre Mélenchon. À tel point que, en fait, pour eux, c'est un principe éthique, et à tel point que j'en soupçonne certains qui voulaient absolument que Mélenchon se rate pour prouver qu'ils avaient raison. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Et comme si, en fait, c'était Mélenchon qui allait légitimer Zemmour. Comme si Zemmour, il avait besoin de Mélenchon pour être légitimé de partout. Honnêtement, j'avais très peur de ça. En fait, et comme tu as dit, c'est de la pureté éthique. Et pour eux, le plus important, c'est pas tant le combat contre le fascisme, c'est vraiment cette idée de « Ah, moi, je suis pur. Moi, je suis pas problématique. » Mais en fait, il y a un problème, c'est que la politique, ça salit. Il faut mettre les mains dans le cambouis, hein. C'est ça, là. Faut se salir, hein. C'est ça la question de qu'est-ce que ça veut dire de militer et qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, moi, je trouve que
l'angle mort du débat, faut-il débattre avec l'extrême droite, c'est qu'on en vient à ne plus trop discuter de il faut combattre. Et moi, je vois beaucoup d'incantations, tu sais, sur Twitter, c'était des on ne débat pas avec l'extrême droite, on la combat. D'accord, donc quoi? On la combat physiquement, dans la rue, etc. Ah bon? Qui, quand? Vous êtes où quand il faut le faire? Déjà, vous êtes où quand il faut le faire? Et quand il le faut, ils accusent par exemple les antifas qui font un vrai travail sur le terrain. Il y a des reproches. Ils sont un peu virilistes quand même. Ça c'est vrai. Alors ça c'est vrai. Alors ça c'est vraiment l'immense vérité. Mais par exemple, tu vois, à Lyon, là il y a clairement une question qui se pose. Et moi, au loin, c'est dommage qu'on n'ait pas un militant antifa avec nous, mais justement, les groupes antifa qui sont prêts à s'affronter sont de plus en plus marginalisés, réduits, avec de moins en moins de gens. Et on voit du coup la montée en puissance de l'extrême droite qui se libère de plus en plus. Pour moi, c'est complémentaire que nous, on aille débattre sur Internet, à s'insulter avec un mec d'extrême droite pour lui dire que c'est un sale raciste. Je trouve ça aussi légitime que des mecs qui sont prêts à aller défendre des quartiers pour que les gens puissent aller dans des bars sans se faire tabasser ou sans se faire attaquer, comme ça arrive à Usul par exemple aussi. On voit qu'il se fait attaquer physiquement. Et en fait, j'ai du mal toujours avec la conception qui mettrait en opposition des méthodes, en fait. Il y a plusieurs terrains et il faut être présent sur absolument tous, en fait. Et contre, des fois, la vérité, c'est que ceux qui reprochent beaucoup de débattre avec l'extrême droite, c'est ceux qui se sentent un peu coupables de ne pas la combattre. Presque, j'ai l'impression. Après, moi, je comprends, aller se taper dans la rue, moi, c'est pas mon truc non plus. C'est pour ça qu'on a choisi et puis, plutôt Internet, quoi. Moi, le constat que nous, on a fait, notamment dans toute notre stratégie, au-delà même des débats, notre stratégie Twitch en général, c'est que l'extrême droite est omniprésente sur Internet. Genre YouTube, pour moi, est vraiment genre le meilleur exemple. Où YouTube, c'est Kali qui devrait en parler. Ouais, bien sûr, mais justement, je pense qu'Ali, faudrait que. Je pense justement, depuis tout à l'heure, on emploie des mots genre fasciste, facho, extrême droite. Ce serait cool, peut-être qu'on pose aussi des fondements sains et clairs. C'est quoi vraiment l'extrême droite? Genre, je vais caricaturer, tu vois, mais on est d'extrême droite dès qu'on n'est pas féministe, dès qu'on défend pas des causes LGBT. On est d'extrême droite, je sais pas, dès qu'on est abonné à Papacito. On est d'extrême droite dès qu'on a voté FN une fois. C'est quoi être d'extrême? En fait, il faut pas débattre avec qui quand on le considère d'extrême droite. Enfin, c'est compliqué comme question. Kali, c'est quoi pour toi? À partir de quel moment on devient d'extrême droite? C'est un processus? C'est une finalité? Ouais, alors je saurais même pas forcément le définir précisément. Pour le fascisme, il y a la définition d'Umberto Eco qui, en général, quand il y a quelqu'un qu'on accuse de manière récurrente de facho, vous pouvez retrouver la Papacito, typiquement. Voilà, il y a un amour du passé, un passé glorifié, un amour de l'autorité, un amour de la violence politique. Tout ça, pour moi, c'est des caractéristiques de l'extrême droite, même si la violence politique, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver à l'extrême gauche. L'amour de la violence politique et la sublimation, l'esthétisation de la violence politique. Donc, c'est pas une caractéristique seule qui permet de définir si quelqu'un est d'extrême droite. Pour moi, il y a effectivement l'amour de l'autorité, ça c'est évident, la glorification d'un passé, ça on le voit, le roman national, etc. Pour moi, c'est typiquement. Après, de droite, d'extrême droite, c'est vrai que la frontière, je sais pas où elle est. Zemmour, lui, ne se dit pas d'extrême droite, il se dit de droite. Il se dit de droite RPR, il utilise vraiment le mot RPR. Donc pour lui, il n'est pas d'extrême droite, mais pour nous, il est clairement d'extrême droite. Donc, la Corée du Nord se dit démocratique. Voilà, la Corée du Nord et la Chine se disent démocratiques, tout à fait. La France se dit démocratique aussi, d'ailleurs, mais bon. En plus, avec la fenêtre d'Overton qui bouge beaucoup vers la droite, il y a énormément de choses qui se retrouvent, à notre avis, à l'extrême droite. Et tout ce qui est à droite de Mélenchon, en gros, ce serait l'extrême droite pour certains. Donc voilà, la définition, il n'y en a pas une sur laquelle on est tous d'accord. Il y a quand même des grandes idées qui mobilisent les gens d'extrême droite. Et ça, je pense que voilà, les trois que j'ai donnés là et d'autres permettent quand même de reconnaître ça. Et il y a des gens qui l'assument aussi. Papacito, lui, il l'assume d'être fasciste. Il l'assume. Voilà, pour moi, il n'y a que vraiment les naïfs qui ne comprennent pas que quand on dit que Papacito est facho, c'est pas une insulte. On le caractérise politiquement, en fait. C'est pas là, c'est. Vous voyez, après, évidemment, pour nous, c'est une insulte, mais dans le sens où concrètement, c'est ce qu'il pense et c'est ce qu'il est. C'est pas une exagération de notre part. Donc voilà, ça c'est clair. Mais pour revenir juste sur le débat, vraiment le débat, ça sert à quoi en fait? Qu'est-ce que c'est le débat? Le débat, c'est un spectacle. C'est un moment où on va se réunir et effectivement, le but, c'est pas d'aller changer la vie de quelqu'un qui est venu pour débattre. Ça peut se faire dans un cadre privé, à la limite, sur des gens qui sont pas très sûrs de leurs opinions. Mais si dans un débat public, vous arrivez à faire changer d'avis la personne avec qui vous parlez, c'est qu'il était très très nul, hein, honnêtement. Voilà, c'est pas censé se passer comme ça. Les gens qui vont changer d'avis ou pas, c'est les gens qui regardent. C'est les gens qui vont vivre le spectacle par procuration, par catharsis. Et peut-être que ça va leur rappeler des discussions qu'ils ont eues avec des proches, des moments où ils n'ont pas eu le répondant. Et là, d'un coup, ils entendent quelqu'un qui a le bon répondant. Et effectivement,
si on est mauvais dans cet exercice, on donne une très mauvaise image de nos idées, même si on a les bonnes idées. Et c'est en ça qu'effectivement, le fait d'avoir la bonne idée, c'est-à-dire l'idée juste, l'idée vraie, ne suffit pas à gagner un débat. Il faut aussi être bon dans l'exercice de la prestation, de la performance presque du débat, répondre du tac au tac, ne pas se laisser avoir la bonne posture, etc. Il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu et qui sont d'autres choses que de l'ordre de l'idée pure et de la bonne idée contre la mauvaise idée. Il y a aussi tout ça à prendre en compte. Et donc, si on refuse le débat systématiquement, jamais on deviendra fort là-dedans, jamais on aura des personnes qui seront performantes là-dedans. On en a quelques exemples, mais à mon avis, ils sont trop peu nombreux, quoi. Voilà, il y a Bégodeau qui met des grosses starts à chaque fois qu'il va sur un plateau. Mais à part lui, il y a qui d'autre vraiment à gauche qui est un peu solide? Guiraud de la France Oui, Insoumise. voilà, Guiraud de la France Insoumise. Il y a Ouais. quelques exemples, mais en vrai, vu qu'on refuse, on ne devient pas bon dans cet exercice-là. Et il y a un autre truc sur le débat, sur la pratique du débat, c'est que ça nous rend meilleurs, en fait. C'est que s'il y a des angles morts dans nos idées, des gens vont nous les mettre sous le nez et ça va nous forcer à y réfléchir. Et ça, c'est pas un truc négatif, en fait, c'est très très bien. Si quelqu'un nous met face à une contradiction de notre discours, moi, en fait, j'ai envie de ça. J'ai envie qu'on me mette face à mes contradictions, face à mes erreurs, face à mes erreurs de jugement et de m'améliorer, en fait, pour ne pas tomber dans ces travers-là. Donc, la pratique du débat, moi, elle me sert à ça aussi. Elle me sert à comprendre là où je peux me tromper et là où, d'un certain point de vue, on peut me dire non, mais ça, c'est pas cohérent, en fait. Mais mais en plus, normalement, c'est le principe même du marxisme, d'une analyse matérialiste, d'étudier les contradictions, c'est ça la dialectique. Et on a perdu totalement ça. On a perdu totalement ça. On a des dogmes maintenant qu'on défend sans les actualiser, sans les discuter. On est vraiment en mode défensif et en mode dogmatique. Et je voulais revenir aussi sur la définition de l'extrême droite. Je sais qu'Usul, alors moi j'aime beaucoup Usul, il n'y a pas de, mais qui disait que par exemple l'extrême droite c'est l'ordre, l'extrême droite c'est la violence. En fait, il faut aussi interroger, bien sûr qu'il y a des caractéristiques qu'on retrouve dans l'extrême droite. Par exemple, l'ordre et la violence. Lisez Terrorisme et communisme de Trotsky. C'est de l'ordre et c'est de la violence. Je veux dire, quand Trotsky, et je dis ça, c'est mon livre préféré. Voilà, les gens qui me connaissent savent que j'ai un côté un peu autoritaire. Voilà. Un peu, c'est un petit mot, mais je veux dire. Voilà, Comment ? t'es un léniniste, mais c'est bien. Voilà, léniniste, non, mais je veux dire, dictature du prolétariat, parce que, en fait, ça me fait rire, les trotskistes un peu naïfs qui sont anti-staliniens, je crois qu'ils n'ont jamais lu ce livre. Quand Trotsky parlait de dictature du prolétariat, c'était une dictature. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de liberté d'expression, qu'on va user de la violence, qu'on va être productif. Voilà, donc, en fait, je pense qu'il y a il y a effectivement des caractéristiques qu'on peut retrouver, mais qu'il faut s'interroger, en fait, c'est quoi le but ultime? C'est quoi le but ultime c'est quoi le projet de société? Et c'est là qu'on va vraiment définir la différence entre l'extrême droite et d'autres organisations. De qui ils prennent la défense? Par exemple, Zemmour, il est d'extrême droite parce que c'est pas seulement parce qu'il aime l'ordre, qu'il aime la violence, qu'il est dans la réaction, qu'il est réactionnaire, qu'il déteste le présent. Par exemple, nous aussi, on déteste le présent. Je veux dire, le présent, il est affreux. Mais je veux dire, on n'est pas non plus dans une romantisation du passé et on veut un futur. Mais quel est ce futur qu'on veut? Et Zemmour, il est dans un futur capitaliste, il est dans un futur de défense de la classe bourgeoise, il est dans un futur de défense de la blanchité, de la culture européenne. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est pas seulement les caractéristiques, mais il faut aussi s'intéresser au projet. Quel est le projet qu'on porte? Mais en fait, dans la gauche, il y a tellement plus de projets que les seuls trucs qu'on fait à gauche, c'est défendre les acquis qu'on a et dire que l'extrême droite est méchante, que bah ouais, oui, c'est un peu difficile de dire quelle est l'extrême droite, quelle est l'extrême gauche. Moi je trouve que si il y a le problème parce que bon pareil pour définir le fascisme et tout etc. Moi je pense que c'est comme tu dis c'est une question de finalité. Moi je vois ça d'un point de vue aussi comment tu perçois l'humanité. Pour moi le truc c'est la lutte à mort. C'est vraiment l'idée que justement comme tous les peuples sont hostiles parce que l'idée c'est de survivre en tant que peuple, en tant qu'individu hein, bien sûr, mais en tant que peuple aussi. Eh ben, il faut se mettre contre les autres peuples. Et typiquement, c'est ce qui se passe avec Zemmour, puisque c'est vraiment l'islam veut arriver et détruire la France. Donc, pour éviter que l'islam détruise la France, nous devons détruire l'islam. Pour moi, ça, c'est le fascisme, c'est ça. C'est à ça que tu vois vraiment si quelqu'un est d'extrême droite ou s'il est de droite, en mode, oui, bon, je me méfie un peu, mais voilà, je suis quand même républicain. Enfin, voilà, on voit la différence. Mais surtout, le vrai problème, je trouve, c'est qu'on accuse de facho n'importe qui. Parce que dire que Papacito est facho ou que Zemmour, il y a du fascisme dans ses idées, ça me choque pas. Au contraire, c'est le définir politiquement, comme disait Kali. Mais par contre, dire que Sardoche est d'extrême droite, là, en fait, c'est ça en fait qui à chaque fois me fait dire
le moindre petit droitard qui a une idée, ou quelqu'un de gauche qui a une idée un peu autoritaire et tout, comme tu le disais là, tu vois, et bah tout de suite ça va être qualifié de facho, ou juste de débattre avec Cro-Blanc, ou débattre avec Zemmour quand on est Mélenchon, ça rend facho. Il y a un truc où le terme il est tellement utilisé parce que comme tu le dis, on n'a plus de projet, qu'on est juste dans la défense et dans la réaction à ce que produit la droite et l'extrême droite, que du coup bah tout va être disqualifié en mode de toute façon c'est facho. Et ça devient aussi débile que justement l'extrême droite qui disqualifie tous les gauchistes en les traitant de bobos ou décérébrés De ou de je woke, sais pas quoi, ou de aujourd'hui. woke. Voilà, j'ai l'impression qu'on est devenu dans des guerres d'étiquettes et que du coup il n'y a plus de dialectique, il n'y a plus de débat d'idées. Et pourtant, il faut prendre en compte que bah, s'il y a un duel, comme tu disais Kali, quoi, il faut progresser, il faut s'entraîner et il faut aussi accepter la défaite parce que quand on va sur un ring de boxe, on a beau être le meilleur boxeur et croire qu'on va gagner le combat, des fois on perd. Ça peut arriver aussi. Mais sauf qu'un boxeur, il a perdu, mais on va lui dire, allez, il va revenir, il va trouver une faute. Mais On tu pense vois, pas ce qui est ça d'un militant. intéressant, c'est qu'encore une fois, ce que je trouve marrant, c'est qu'on a toujours des exemples individuels. Ça veut dire que la réalité, c'est, encore une fois, presque on peut pas essentialiser l'extrême droite. MDR, genre, dans le sens où, tu vois, tu cites Sardoche, c'est marrant comme truc, parce que Sardoche, il a dit des trucs d'extrême droite. Oui. Il a dit des trucs de droite, des fois, il a même dit des trucs de gauche sans faire Zemmour, exprès. hein, maintenant, Par contre, plus ou moins. plus ou moins. Non, non, mais sauf que lui, ça se voit. Genre, c'était Wissam, on en avait parlé. Moi, je vais lui envoyer Mais Wissam. Je oui, suis sûr mais que tu oui. passes une heure avec Wissam, Sardoche devient antiraciste radical. Pas de problème. Mais Alors, tu vois, ça Ça se va voit. loin je avec trouve le que- fitulu. Non, mais- ouais, avec le titulu, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est. Ça Pardon. se voit. Il y a certaines personnes, mais après je te laisserai rebondir. Il y a Vas-y. certaines personnes, quand tu les vois, tu sens le truc. Et Papacito, tu sens qu'il n'y a pas moyen. Ah oui. Tu vois, par exemple, Il y a pas je prends moyen de des dire exemples ça, ouais. caricaturaux, tu vois, c'est ça. Alors que Sardoche, je suis persuadé que avec la bonne personne, typiquement Wissam, genre, c'est vraiment un bon exemple, bah ça marcherait, tu vois. Enfin voilà, c'est pour ça. Oui, c'est- non, mais en fait, c'est ce qui tue dans la gauche, c'est qu'en plus, moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a plein d'auteurs qui ont travaillé sur ça, qui ont travaillé sur ce purisme. Parce que là, moi, je leur réponds à la gauche avec leur purisme, je leur réponds avec des auteurs de gauche. Mais relisez Lénine. Relisez Lénine et qui disait que quiconque atteint une révolution pure ne verra jamais de révolution. Parce que les gens ne sont pas purs. Les gens ne sont pas parfaits. Les gens sont réactionnaires. Surtout les classes populaires sont réactionnaires. Il faut savoir faire avec. Sauf que, en fait, on est dans un monde, on a une gauche qui attend que d'abord les gens soient parfaits et après on fait la révolution. Sauf que ça marche pas comme ça. Les révolutions, ça marche pas comme ça. Je veux dire, on fait la révolution avec les gens tels qu'ils sont et petit à petit, on va les amener à déconstruire. C'est un mot qui est très populaire en ce moment, à déconstruire toutes leurs idées problématiques. Et je pense que par exemple, Sardoche, c'est un signe de ça. C'est Sardoche. C'est juste un libéral un peu nul, un libéral à politique un peu nul. Mais c'est l'idée de 70% des gens qui n'ont pas d'idée politique, qui n'ont pas de culture politique. Mais ils sont comme ça. Politisme de droite. Voilà, c'est le Ouais, culte c'est de ça. l'individu, c'est la méritocratie, c'est si tu veux, tu peux, c'est ceux qui n'y arrivent pas, c'est des feignants. Mais parce qu'on vit dans une société, on t'a appris ça, où c'est le dogme dominant. Donc, plutôt que de le rejeter, moi je pense que c'est intéressant d'essayer de convaincre là, d'entrer en dialogue, surtout que je trouve que petit à petit, Sardoche, faut avouer qu'il revient sur certains trucs. Il me semble qu'il a eu des positions un peu plus positives sur les questions LGBT. Ouais, par exemple, oui, très bon exemple. Ah oui, de ouf. Ouais, c'est réel. Il a dit que c'était l'un des trucs sur lequel il avait été le plus débile au cours de sa vie. Il y en a plein d'autres, il s'en est pas encore rendu compte, mais ça veut dire qu'il y a moyen, mais même en dehors de l'anecdote. Ouais, même sur le harcèlement, sur plein de choses. Oui, sur plein de Il choses. a eu des Mais évolutions. en dehors de l'anecdote Sardoche, c'est surtout que on en revient au cas toujours de quand tu es un militant, tu analyses une situation en fait. C'est comme quand tu tractes sur un marché, tu regardes, quand tu discutes avec quelqu'un, hein, que son regard, la façon dont il te regarde quand tu le sollicites, ça change ta façon de parler avec lui. Quand tu vois un militant FN qui fait, il y en a des militants FN quand tu es en train de tracter pour la gauche qui viennent en mode un peu rigolard pour se moquer de toi, et ben tu les prends pas pareil qu'un qui arrive en mode hyper agressif, premier degré. Et les deux, tu as une façon d'y répondre que tu adaptes en fonction de ton contexte. Et pour moi, bah, c'est pareil, quoi. C'est la même chose à chaque fois. Et ça, on n'a même pas le droit d'y réfléchir. On en revient au truc de, on en revient au dogme de base, quoi. Qui fait que toutes ces questions-là de stratégie, en fait, de stratégie militante, au final, c'est de ça dont Ouais, on mais parle. parce que pour moi, c'est aussi que la gauche, elle est trustée par la classe éduquée. Je vais dire ça, je vais utiliser le terme de Todd, mais par la classe éduquée qui, justement, est très dans les livres, très dans l'idéalisme, est très dans le ah là là, il faudrait que ça se passe comme ça. Et puis nous, les profs, les journalistes, on sait guider le peuple, il va nous suivre dans des vraies idées qui sont déconstruites, qui sont safe, qui sont machin. Et dès que il se retrouve face à un prolo,
Ils sont là, ah, mais t'es un peu trop réactionnaire, ce que tu dis c'est un peu sexiste, non mais c'est un peu violent, attention, c'est un peu truc. Du coup, évidemment, ils se reconnaissent pas en ça. Et ça a été d'ailleurs toute la stratégie de l'extrême droite de s'adresser Mhm. au prolétariat quand le Mhm. PS n'y arrivait plus. Ça a été vraiment leur stratégie et ça a payé. Mais du coup, est-ce que convaincre Papacito, clairement, ou Zemmour, on n'y arrivera pas. Ils ont leurs idées depuis toujours, ils font leur beurre avec ça, ils vont pas changer. Mais par contre, convaincre leurs fans, là c'est Ah, mais- possible parce que dans leurs fans, il y a des gens qui en fait attendent des réponses sociales. Et si on leur dit c'est les musulmans, ils vont dire bon bah c'est les musulmans et ils vont être bêtes sur les musulmans. Mais si demain on leur dit bah non regarde c'est les riches, c'est les machins, c'est les trucs, il suffisait de voir les gilets jaunes où très vite, même si tu avais des gens du FN etc qui venaient dans les trucs des gilets jaunes, très vite les questions qui sont ressorties quand les gens discutaient autour des ronds-points, c'était quoi? C'était la démocratie, le RIC, c'était les ultra riches, le machin. Donc en fait comme quoi c'est vite possible à partir du moment aussi peut-être la gauche a trop de mépris de classe très souvent et sexisme et de racisme aussi d'ailleurs n'est-ce pas? mais je voulais remonter sur ça. En fait, il y a une critique. Faut pas rejeter tout ce que dit la droite et l'extrême droite. Il y a toujours un fond qui est intéressant à analyser dans les arguments de la droite et de l'extrême droite. Il y a toujours des critiques qui ne sont pas dénuées de fondement. Et par exemple, la critique de l'extrême droite, comme quoi la gauche se penserait comme le camp du bien, elle a une réalité. C'est-à-dire que les gens de gauche sont persuadés d'être antiracistes, sont persuadés d'être féministes et tout. Et nous, en tant que militants antiracistes, on l'a vu. Je veux dire, il n'y a rien de plus choquant pour un gauche quand on va leur dire, mais toi aussi t'es raciste. Il n'y a pas que l'extrême droite. Toi aussi, t'es raciste. Arrête de faire croire. Et même historiquement, la gauche a été raciste. La gauche, ça a été la plus colonialiste. La gauche, voilà, la plus civilisationnelle et tout. Donc, je pense que nous, on se rend compte de ça. Et on a aussi une vision politique. C'est que on est dans des structures racistes. On est dans des structures sexistes. On est dans des structures de classe et tout. Et on pense pas que des individus peuvent être immunisés de ça. C'est-à-dire qu'on a tous un peu incorporé ce racisme, incorporé ce sexisme, même si on le veut pas. Je veux dire, même dans notre inconscient, même dans notre imaginaire, on va avoir des caricatures, on va avoir des choses qu'on ne contrôle pas. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'idée, c'est de prendre ça en compte et de savoir distinguer ceux qui militent consciemment pour des projets racistes, pour des projets comme par exemple la droite, l'extrême droite, et même de plus en plus, là, le Parti communiste et tout, qui ont des projets qui légitiment, par exemple, la domination policière, qui légitime l'islamophobie. Et les gens qui ont des idées un peu comme ça, un peu racistes et tout, mais parce que ils n'ont pas eu l'occasion de rencontrer un discours antiraciste. Et donc, ces gens-là, au lieu de les rejeter en mode ah mais t'es un méchant raciste, comme si toi t'avais aucune idée raciste, toi t'avais aucune idée sexiste, toi t'es parfait, t'es né parfait, t'as été parfait toute ta vie, t'as eu jamais une mauvaise idée. Nous on dit mais faut aller leur parler. Et même nous, faut savoir parce que on est vu comme des racistes anti-blancs, mais il faut vraiment nous lire, Nous on dit mais les blancs, par exemple les blancs pauvres, on arrive à comprendre pourquoi ils sont racistes. Et on essaie de comprendre pourquoi ils sont racistes. Je veux dire le seul privilège qu'ils ont en France quand t'es blanc pauvre, c'est celui d'être blanc. Et d'ailleurs, Zemmour joue sur ça. Hein. Je veux dire, on est chez nous, et donc nous, ce qu'on dit, c'est que plutôt que d'essayer d'être dans la culpabilisation, ce qu'on déteste, on déteste ça. Vous vous sentez pas coupable. On se dit qu'on veut faire une offensive politique. On veut discuter avec ces gens-là. Nous, ce qu'on rêve, c'est un peu le texte d'Ouria Boutelja, c'est l'alliance entre les beaufs et les barbares. Tu vois, les blancs pauvres et les arabes et les noirs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être dans une position moralisatrice, dans une position vraiment au-dessus, je vais t'apprendre la vie, mais y aller pas. Et quand tu prends l'exemple des Gilets jaunes, je vous jure, nous, on a été parmi les premiers, pendant que la gauche parlait de fascisme, d'extrême droite et tout, nous, on leur a dit non, mais la gauche, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, vous devez y être. Là, il y a un mouvement d'ampleur que vous n'arrivez même pas, vous arrivez même pas à mobiliser. Il y a des gens qui se mobilisent. Allez-y. C'est normal qu'ils ont des idées réac. On vit dans une société réac. Mais pour plus qu'ils soient réac, faut y aller. Et donc nous, on l'avait dit. Donc c'est pour ça que je pense que l'un des points importants, c'est de perdre ce moralisme et d'être un peu plus pragmatique. Mais l'angle il est intéressant parce que tout à l'heure Kali faisait référence à la fenêtre d'Oberton. Dans la première émission que j'ai faite avec Usul, Daniel Obono et le Bouzeux, ils évoquaient le fait que les médias étaient vraiment limite à aller à 60-70% constitués d'idées de droite. Parlons aussi du coup masse prolétaire et masse populaire. Comment est-ce qu'on convainc les gens? C'est quoi les armes de la gauche au final? Comment est-ce que la gauche elle peut faire avancer ses idées sur le champ de bataille des idées quand les médias sont entre guillemets pollués par trop de contenu de droite, Internet aussi? C'est quoi vos armes à vous, influenceurs de gauche, Kali? Sur YouTube, il y a des possibilités de faire des choses, mais tu vois, si on prend la question de la masse,
Dany dit souvent qu'il y a une sorte de plafond de verre à peu près à 300 000 personnes, je crois, sur YouTube, ou 250 000 personnes de gauche, qui regardent du contenu de gauche. Donc on peut choisir de faire du contenu pour ces gens-là, ça constitue une masse. Ils font des dons sur Tipeee, il y a un petit business qui peut se faire, on peut vivre de ça finalement si on le fait bien. La même à droite, hein, Ouais. en vrai. Voilà, la même à droite, exactement. Mais à droite, il y a plus de monde encore, donc il y a encore un plus gros bif à se faire. Mais en tout cas, on peut choisir de faire ça. Mais comment on s'adresse, par rapport à ce que disait Wissam aussi, comment on s'adresse à tous les gens qui sont finalement dans l'eau tiède des médias, avec les pensées réac, racistes, etc., mais qui, sans le dire vraiment, donc finalement, ça n'a pas trop l'air d'être du racisme, et puis ça passe comme ça. Ces gens-là, en fait, il y a plein de youtubeurs qui leur parlent, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos plus ou moins politiques, en disant qu'ils font de la rigolade, etc. Bon, on pourra en citer plein. Non, mais honnêtement, des est-ce qu'ils sont psychodéliques, reconnus? Est-ce qu'ils sont reconnus ces gens-là? Et autant Je que ne sais les- pas s'ils sont reconnus, et en tout aussi cas, ils présents parlent, que les gens de parlent à droite. des gens. En tout cas, ils parlent à des gens. Et la question, c'est nous, comment on parle aux gens à qui on ne parle pas déjà, en fait. C'est surtout ça, parce que il y a 250 000 personnes, en France, on est 68 millions bientôt. Donc ça veut dire qu'en fait, 99% des gens, tu ne leur parles à aucun moment. Et donc si à chaque fois qu'il y a une tentative de faire quelque chose, sans parler forcément que de débat, mais de faire de l'analyse de contenu comme Dany Arras font, même le Bouzeux s'est fait reprocher de faire de l'analyse de contenu d'extrême droite parce que, soi-disant, il mettait en avant du contenu d'extrême droite qui faisait déjà des centaines de milliers de vues. Donc, de toute façon, ils ne nous ont pas attendus pour qu'on les mette en avant. Donc, c'est cette idée-là, en fait, à chaque fois qu'on se bloque, de pas faire un contenu un peu critique, un peu racoleur, parfois un petit peu plus sexy, un petit peu plus qui parle à un plus grand nombre. À chaque fois qu'on a cette pensée de gauchiste de se dire non, c'est pas bien, c'est trop spectaculaire, etc. Alors que en vrai, tu fais une vidéo avec ta caméra pourrie et tu lis du Lénine, c'est aussi du spectacle, c'est aussi de la télé, c'est aussi du média. Donc en fait, à Mais chaque fois du qu'on s'empêche d'avoir une idée comme ça, on perd un petit peu de terrain. Et je pense qu'on s'empêche beaucoup en fait et qu'on s'est un peu bridé l'imagination et la possibilité. Et même hors du débat, moi c'est plus de débat que je fais, mais en dehors du débat, il y a plein de manières de parler de ce qui se passe à l'extrême droite actuellement, de la montée des idées d'extrême droite, et de le faire à notre manière à nous, comme ne le fera jamais la télé ou la radio. Donc c'est ça, c'est les opportunités qu'il faut prendre. Mais pour ça, il faut qu'on se permette un petit peu d'échouer, de faire parfois de la merde, une liberté en fait que je pense, on a du mal, et moi-même je suis obligé de la déconstruire parce que clairement, et merci Dany Arras et merci Wissam pour ça, vraiment, ça je vous le dis sincèrement, c'est en regardant vos contenus aussi que vraiment je me dis, oui, ça en fait on peut le dire, ça on peut aller là-dessus, on peut en parler de cette manière-là. Finalement les gens même attendent ça, et ils en ont marre qu'on mette du coton partout et qu'on soit tout le temps gentil, parce que la réalité elle est pas comme ça, donc on peut s'en cacher un certain temps, et il faut des contenus aussi qui regardent ailleurs peut-être, mais en vrai, si on veut regarder la réalité en face, elle est sale, on va se salir les mains, on sera pas pur, on sera pas propre à la fin, quoi. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de salir les dire, mains. cette possibilité de se salir, quoi. Vous, Dany Arras, pragmatiquement parlant, comment vous faites pour vous imposer vous-même en tant qu'influenceur de gauche et justement pour imposer vos idées de gauche sur Twitch? Nous, on utilise tous les moyens possibles et inimaginables, nous, hein. C'est-à-dire, je sais pas, que ça va de l'humour à la mauvaise foi, aux attaques. Ouais, Par au exemple, sur le drama, combat d'extrême droite, clic. Mais Nous- alors que ça, à la base, c'est peut-être des outils de la droite et de l'extrême droite, justement. On en parlait avec le Bouzeux dans le tout premier débat que j'ai fait sur la chaîne. Ouais. Le trolling et l'humour, c'est à la base une arme, un outil d'extrême droite sur Internet, sur YouTube. Alors, sur voilà. Internet. Alors attends. Sur Internet, ça veut dire que comme on a été. Oula. Non, c'est t'inquiète. Ça veut dire que comme on est arrivé après, on ne devrait plus utiliser l'humour et le troll. Parce que historiquement, là, en sortant d'Internet, le camp qui troll, qui se moque De la liberté d'expression. de la liberté d'expression, c'est la gauche. Il suffit de voir, moi je vois par exemple dans le syndicalisme, il suffit de voir la tradition des tracts de syndicalistes et des blagues qu'il y a sur le patronat, sur les traîtres, sur les syndicats de patrons, etc. pour voir à quel point c'est hyper violent, hyper moqueur et avec des codes. Et c'est pas pour rien aussi. Et des fois, des trucs où ça part en couille, c'est pas pour rien que Charlie Hebdo a fini full raciste, islamophobe. C'est que cette tradition de liberté d'expression, elle peut aussi avoir des dérives dont on pourrait discuter. Mais moi, je trouve que je crois pas au discours, ça appartient à l'extrême droite. Ça, pour moi, c'est un faux débat. C'est pas vrai. Par contre, la vraie question, plus que d'utiliser les outils de l'extrême droite, nous, on utilise les outils du capitalisme pour combattre l'extrême droite. C'est ça la réalité, c'est que par exemple, on utilise Twitch, non mais pour le dire comme ça, YouTube, ouais. Twitch, YouTube, même tout ce qui est le côté un peu l'entertainment, quoi. Nous, par exemple, on est autant inspiré, je sais pas, on va prendre encore un cancel, Dave Chappelle nous inspire autant que des penseurs LGBT beaucoup plus austères que Cassandre nous explique. Et nous, c'est un peu, on essaye de faire la fusion des deux, quoi. En fait, moi, le truc que j'ai, c'est que justement, le fait que tu dises le trolling, c'est quelque chose d'extrême droite, ça signifie quelque chose, c'est que c'est l'absence de la gauche, en fait.
Moi, c'est ça que je vois. Moi, j'ai commencé, ça fait un moment en vrai que je fais des vidéos. J'ai commencé en 2013 et sur YouTube, on était relativement dominant. Bien sûr, il y avait Soral, il y avait Dieudonné, etc. On a été relativement dominant parce qu'il y a eu un phénomène qui s'est après les vidéos podcast un peu humour qui eux sont voilà un petit peu c'est de l'humour mainstream. Il n'y a pas trop de réflexion politique. Il y a eu pas mal. C'est une spécificité française d'ailleurs, hein. Il y a eu pas mal le développement de la gauche culturelle, de la la gauche vulgarisation sur YouTube, etc. Et bah, la vulgarisation, c'est quand même beaucoup d'universitaires, beaucoup de profs, etc., qui font des vidéos comme ça. Donc forcément, ça a été aussi beaucoup des idées, on va dire, de gauche, etc., qui ont émergé. Et ça a été un moment, il y avait du monde, quoi. Ouais, Et puis c'est l'extrême cette droite, démocratie. justement, elle s'est construite en opposition à ça. Ça a été le cas de Raptor et d'autres, en disant ça saoule, vous êtes dominant sur YouTube, et en faisant et en utilisant des armes que la gauche s'interdisait, le trolling, la critique acerbe, le drama, le clash, toutes ces armes-là que la gauche disait, ah, on n'en a pas besoin de façon, on fait déjà nos vues, etc. Ce que ça a eu pour effet, c'est que ça a démotivé un certain nombre de gens. Je pense déjà aux femmes, hein, aux créatrices, qui sont énormes. Moi, j'en connais énormément qui sont parties de la plateforme à cause des risques de harcèlement ou à cause de harcèlement qu'elles ont subi. Ça a été aussi mon cas. Moi, j'ai fait une pause d'un an, Tu 2 veux ans. dire les meufs, les à cause de LGBT, ça. les militants, Ouais, mais militantes antiracistes. c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, comment nous, la question avant de faire du Twitch, la question que je me posais moi-même, j'étais en mode, ok, il faut revenir, et il faut revenir avec une formule clairement différente. Il faut aussi s'autoriser ce qu'on ne s'autorisait pas à faire par justement pureté morale, là, comme disait Wissam, tu vois, par le fait d'être, on ne voulait pas être assez pragmatique, et là, on va être plus pragmatique. Mais on s'est pris un double mur. On s'est pris, bien sûr, les risques d'une extrême droite qui est toujours aussi violente, toujours aussi hégémonique sur YouTube. Mais on s'est pris aussi le risque, du coup, tous les gauchistes qui nous disaient, mais du coup, vous êtes des confus. Vous êtes de droite. Vous utilisez des techniques capitalistes. En fait, on s'est pris aussi tout ça. Et ce plafond, il a fallu avancer un peu. Ça a été difficile au début, hein. Il fallait avancer un peu tout seul pour justement le dire, non, regardez, on peut faire du contenu de gauche tout seul de cette avec manière. Wissam, hein. Oui, voilà, non, mais Wissam nous a rejoint. Non, mais bien sûr. Ah non, mais c'est vrai. Il y a Kali aujourd'hui. Tu vois, non, mais aujourd'hui, il y a Kali, aujourd'hui, il y a Canard Réfractaire et il y en a d'autres qui arrivent. Cassandre, tu vois, même s'il fait partie aussi de notre équipe, il y a Cassandre qui arrive. Et on est en train de. Ça donne envie à des gens. Il y a plein de gens, ils nous disent toujours, j'ai envie de faire ça. Et c'est déjà créer du contenu. Je pense qu'il faut reprendre le courage de créer du contenu. Et je pense que l'extrême droite est exactement dans la position dans laquelle était la gauche culturelle. C'est-à-dire que maintenant, ils sont dominants. Et Voilà. du coup, ils s'attendent plus du tout à se faire surprendre. Et typiquement, nous, au final, ils ont plutôt peur de nous, on a l'impression. Ils viennent pas tellement nous embêter que ça. Ils osent pas trop parce qu'ils savent qu'en débat, on va les plier, etc. Donc, ils savent que ces choses-là, c'est pas trop possible. Et ils savent pas trop comment réagir quand ils arrivent sur notre chat et qu'ils essayent de nous faire en nous traitant de PD et qu'on les retourne et qu'il y a tout un chat LGBT qui fait des vannes et tout, etc. dans tous les sens. Je pense que c'est surprenant, ils ne s'y attendent pas une seconde et ça permet en fait de redire, voilà, vous avez la position confortable et nous on est en train de repenser la dialectique, hein. On est en train de repenser un peu le surtout truc. maintenant, les challengers, ils nous sous-estiment comme à l'époque, les vulgarisateurs avaient tellement le game à se faire des subventions en faisant des vidéos un peu médiocres pendant des années avec personne pour venir les critiquer. Le jour où l'extrême droite est arrivée, ils se sont fait avoir. Maintenant, c'est nous qui sommes encore plus minoritaires qu'avant, encore plus marginalisés. Mais là, ça donne, pour moi, ça donne les dents encore plus longues. Ça veut dire que surtout quand ces combats-là sont aussi des combats qui sont intimes et qui te transportent, c'est ça qui te rend puissant aussi. Là, on a regardé une vidéo, on a regardé Samir à la marche du 17, là. La vidéo, elle donne envie de pleurer. Et ça, pour moi, ça, c'est le futur du militantisme sur Internet, ce genre de truc-là. C'est vraiment... Regardez la vidéo de Samir. Ouais, regardez-là, c'est vraiment magnifique. Non, mais ça, ça va... C'est un contenu qui met tout. Il y a tout. Il y a l'émotion en politique et il y a la confrontation où tu as Samir qui va insulter SOS Racisme presque devant eux et après il s'en veut. Et justement, et pour moi, là, c'est ça la gauche. Ça y est, elle est là, quoi. C'est des gens qui, à un moment dans la vidéo, ils se laissent prendre par sa colère et après, c'est l'émotion qui revient et il s'excuse et après, il va voir des flics et ça discute. Enfin, c'est vraiment. Et là, il y a tout le parcours du militant, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, aujourd'hui, on ne peut que surprendre positivement. Je pense qu'on a été tellement mis à défaut, on a été tellement marginalisé qu'il ne peut plus que nous arriver du bien. Genre, c'est bon, là, on a touché le fond. Là. Il n'y a plus qu'à rebondir. Et Kali, il y a un exemple où toi, tu as débattu de Zemmour avec un YouTuber. Et clairement, ça a été un succès. Je trouve que l'exemple est très parlant et c'est pas pour ça que ça arrivera à chaque fois. Mais tu regardes les commentaires ou même les droitards, on dit ah ouais d'accord, tu t'avais pas les datas, le petit gauchiste là avec sa tête de débile, il t'a quand même bien niqué quoi. Et ça c'est quand même un exemple qui est réel et il y a moyen quoi. Vous savez, encore une fois, faut aller sur tous les terrains quoi.
Ah, t'es Reprends ton micro. t'es Un mieux petit que chou. Je dis, il y a le plaisir quand même de s'entendre dire par des droitards l'argument du physique de ses idées, alors que c'est des gens qui défendent Zemmour. Je trouve ça délicieux à chaque fois. C'est quand même. Donc ça, vous voyez, quand c'est tellement facile comme ça, il y a qu'à se baisser pour ramasser. Je veux dire, c'est même pas si difficile que ça, parce que moi, ce débat-là, tout le monde m'en a parlé. Alors qu'honnêtement, bon, c'était vraiment pas pour moi le truc le plus intéressant que j'ai fait. Effectivement, la personne avec qui j'ai discuté, Jackie, n'était pas très au courant des faits. Il se contredisait lui-même. C'était voilà, pour moi, c'était pas vraiment. Mais juste ce truc-là, d'y aller, de débattre calmement sans s'énerver, parce c'est vrai qu'il y a des règles à respecter. Et ça, l'extrême droite a du mal aussi, c'est ne pas insulter. Alors Jackie, en l'occurrence, il m'a pas insulté, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi un truc. Dans le débat, il y a normalement cette règle implicite qu'on n'insulte pas les gens avec qui on discute. Et donc c'est vrai que les gens d'extrême droite, ils ont beaucoup de mal. Donc c'est vrai que là, c'est une victoire facile en fait. Hein. Il suffit juste d'y aller, de dire ses idées. La personne vous insulte. Bon bah très bien, tu n'as pas de répartie. Donc j'ai gagné par défaut. Et ça, c'est voilà, c'est pas une question en plus de gagner ou de perdre, mais en réalité, c'est eux qui passent pour des débiles quand ils font ça. Quand quelqu'un, après que vous lui ayez déployé votre argumentaire, n'a rien d'autre à répondre que sale con, t'es maigre, t'as physique de tes idées, bon bah très bien. Donc ça veut dire que j'ai raison, que tu n'as pas les arguments pour répondre. Et là, on les met clairement face à leur faiblesse. Et comme disait Wissam tout à l'heure, oui, ils sont, pour la plupart, ils sont assez nuls. Donc c'est même pas comme si c'était excessivement difficile. Mais après, ça reste voilà, un combat et une performance qui peut passer au-delà des idées. Par exemple, KB, quand il crie, même s'il dit n'importe quoi, les gens qui l'adorent vont trouver qu'il a raison et que, voilà, et que le débat va dans son sens et que ça lui donne la victoire. Donc, vous voyez, il n'y aura jamais de façon de victoire objective à 100%. On ne convaincra jamais 100% des gens par le débat. Et de toute façon, c'est même pas l'idée, hein, puisque je pense que se limiter au débat comme seule stratégie, comme si on allait tout gagner grâce au débat sur Internet, c'est complètement stupide. Hein. Je ne sais pas qui pense ça, s'il y a des gens qui pensent ça. Honnêtement, c'est stupide. C'est juste une des composantes et il ne faut pas l'abandonner, mais il ne faut pas non plus la glorifier et penser que c'est l'alpha et l'oméga. C'est juste un des éléments des possibilités de lutte, en fait. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Raz, et tout. Et je pense que on en revient au même. C'est que la gauche, elle se met des limites à partir de principes moraux. Et donc, il y a plein de terrains et plein de moyens qu'elle s'interdit d'utiliser. Par exemple, pour moi, quand on dit de combattre le fascisme sur tous les terrains, la gauche est tellement bête qu'elle croit que le terrain, en fait, ça signifie le béton. Faut être le pied sur le béton. Je veux dire, vraiment une lecture débile de ce qu'est le terrain. Le terrain, c'est le monde académique. Le terrain, c'est les médias. Le terrain, c'est Internet. Et le terrain, c'est la rue, bien sûr. Mais par exemple, Twitch, faut y aller. Twitch, pour moi, c'est le. Alors, bien sûr, c'est Bezos, nanana. Mais je veux dire, pour moi, c'est un peu le renouveau des radios pirates. C'est-à-dire que, je veux dire, les radios pirates, elles utilisaient aussi les ondes du capitalisme. C'est le capitalisme qui a créé des ondes et tout. Eh ben, on va détourner ça. Twitch, c'est pareil. D'ailleurs, les pirates eux-mêmes, ils utilisaient les eaux qui étaient considérées comme la chasse gardée des États. Eh ben, ils allaient prendre leur argent. Tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut faire pareil. Donc, déjà, c'est sur tous les terrains. Donc, terrain académique, tout ça et tout. Et par tous les moyens nécessaires. Je veux dire, quand on dit il faut combattre le fascisme par tous les moyens, c'est la violence. Donc moi, je légitime la violence, je légitime les actions des antifas. Faut que les fachos, maintenant, ils aient peur d'être dans la rue, parce que maintenant, ils ont trop la confiance. Mais je veux dire, on peut être en même temps pour ce combat très offensif, très terre-terre, comme fantasme la gauche de la rue, et en même temps se dire, il y a aussi le combat dans le champ médiatique, le combat dans le champ des idées, le combat, donc c'est tout ça ensemble. Et je suis aussi d'accord avec les autres, c'est que faut qu'on arrête d'être chiant. Voilà, faut qu'on arrête d'être chiant. Faut qu'on arrive à être drôle. Faut qu'on arrive à être, faut qu'on arrive à se tromper. Tu vois, veut dire qu'on puisse se tromper, qu'on puisse dire des conneries, qu'on puisse se rattraper, qu'on puisse faire des blagues, qu'on puisse être problématique. Veut dire, voilà, moi, il y a plein de gens que j'ai trouvé des propos problématiques, mais je sais qu'on a un projet commun. Donc je m'en tape. Je m'en tape qu'ils puissent avoir des trucs, qu'ils puissent avoir un propos un peu. Donc je pense que c'est vraiment ça. C'est vous savez, l'ordon, c'est un peu l'idée des affects. Faut rendre le communisme désirable. Et je pense que nous, on a un peu cette idée-là. Vous dire, faut rendre ça cool. Faut rendre ça, faut que les jeunes aient envie de ça, qu'ils s'amusent. Faut plus qu'il y ait les gens austères, un peu profs, qui vont dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, faut redonner envie. Faut redonner envie et faut s'adapter, notamment au code actuel et notamment, voilà, le trolling sur Internet, Twitch et tout. Est-ce que a du mal un peu la gauche, parce que la gauche est vraiment dans son truc. Moi, je veux pas me salir. Ça, c'est caca. Donc en fait, il faut vraiment détruire tout ça et se dire, allez, on se salit, on essaye. Surtout vu la période. En fait, moi, il y a 15 ans, j'aurais dit, ok, je comprends. Mais là, on est
tellement devant un danger qu'on peut plus se permettre ça. On peut plus se permettre cette pureté. Il faut occuper tous les terrains. Ça, c'est la très bonne conclusion. C'est là que je suis d'accord avec toi. Mais du coup, le message, moi, pour revenir un peu à l'opposition avec la vidéo d'avant, même s'il n'y en a pas en réalité, mais c'est que faut arrêter de disqualifier toutes les personnes qui ont des initiatives qui sont différentes, notamment formellement des autres. Parce que ce qui est triste, c'est que nous, on a des idées qui sont pas toutes les mêmes. Nous, on est un peu plus anard que Wissam, par exemple. Mais ça nous empêche pas de nous réunir, en fait. Ça nous empêche pas de faire front commun, et ça empêche même pas l'amitié, en fait, d'avoir des différences politiques et même de projets politiques, et même ça les renforce parce que ça permet aussi d'avoir la fierté de aussi travailler à un combat avec des gens de ta famille qui sont pas forcément exactement sur toutes tes positions exactes, mais il y a une envie d'avenir, il y a un truc qui nous réunit quand même, Ouais, et qui est plus fort que ça, et qui devrait Faut qu'on être puisse déjà débattre mélange, entre quoi. nous. Ouais, déjà, Parce c'est que ça. nous, on s'est beaucoup aussi pris des refus. Les gens ne veulent pas parler avec nous. Oui, Sam, alors, Wissam je peut le pense dire que aussi. toi, ça, vous connaissez ça depuis une vingtaine Et d'années. pourtant, on est ouvert. Hein. Pourtant, on est Ah ouais. ouvert. On est même prêt à discuter avec des gens qui nous critiquent depuis des années et des années. Mais nous, on est dans la logique, comme dirait Mao, que 1000 fleurs s'épanouissent. Au contraire, plus il y a vraiment de courants différents qu'on puisse échanger, qu'on va arriver vraiment à trouver la solution, le consensus. Mais c'est pas en s'enfermant dans un dogme que ça va s'améliorer. Bien sûr, Ouais, mais c'est ça c'est déjà clair. qu'on puisse débattre entre nous et montrer que, bah vas-y, ouais, je préfère la position d'Usul à celle de Wissam. Ok, mais que ça soit possible et qu'on ne dise pas, ah du coup, Wissam cancel, Usul, Ou Usul ou cancel, inverse, Usul forcément. cancel parce qu'Usul il est trop. Enfin, ça devient débile en fait. Genre la critique, on peut même plus vraiment se critiquer au sein de notre propre camp. Et là, il y a des critiques qu'on doit se faire vite parce qu'il faut vite que justement on puisse faire bloc. Parce que aussi, ce qui convainc beaucoup de gens, je pense, qui sont normaux, on va dire, qui un peu apolitiques et tout, c'est qu'ils se disent ah l'extrême droite sur YouTube, bah, t'as Benchen Cigars, Papacito, Julien Rochdy, ils vont fumer des cigares ensemble, ils se tapent des barres et Ouais, tout. ça bouffe un Et pendant ce temps, la gauche, ils font que se clasher, on comprend pas trop pourquoi, sur des termes qu'on comprend à peine. Et ça, je pense que c'est très convaincant pour comment dire, le truc. Et puis même, c'est une question, moi, depuis que je te connais, Wissam, depuis que je connais Kali, depuis que je connais Canard, etc., Cassandre, que je vois qu'il y a une forme de mouvement qui est en train de se mettre en place et qu'on est maintenant plusieurs, bah, putain, ça me réchauffe le cœur et je me dis, ok, là, on peut faire bloc et on commence à s'unir. Et je pense que les gens, les spectateurs le voient aussi. On a plein de spectateurs en commun, les trois. C'est pas pour rien parce qu'en plus, on s'entraide, on se raide, on machin et tout. Et ça, la gauche dans laquelle moi j'étais plus avant, c'est-à-dire celle plus YouTube, c'était le truc de. Bon, les feats, bien sûr, un peu opportunistes, voilà, ça existait. Mais par contre, fitter, faire des vidéos ensemble, c'était compliqué tout de suite, machin. Et c'est dommage parce que ça nous a fait perdre, je pense, en puissance d'agir, quoi. Hum, hum. C'est ça. Mais en fait, c'est un truc qu'on dit chez nous au pire, c'est que faut savoir, nous on disait avec la gauche, contre la gauche et à côté de la gauche. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que parfois il y a des alliances, parfois il y a des oppositions. Et parfois, on fait des trucs à côté. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui nous concernent que nous, qui vont pas concerner la gauche. Et c'est tout. Et en fait, il faut accepter tout ça. Il faut accepter tout ça et il faut pas se dire, ah bah, t'es contre moi. Toi, et il y a vraiment moi, je suis d'extrême droite, je serais d'extrême droite, mais je ferais rien. Je laisserais la gauche s'entretuer. Tu vois? Ah bon, Parce que c'est la plus forte, la gauche, pour s'entretuer. Je veux dire, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et regardez, par exemple, Anas Kazib, on a plein de désaccords. Anas et moi. Et parfois, ça allait violent. Mais là, Anas se fait attaquer de ouf. Bah, soutien total à Anas. Ah, Soutien bien sûr. total. Parfois, faut réussir aussi, parfois, selon le contexte, à mettre des désaccords de côté. À mettre des désaccords de côté et faire bloc. Parce que les fachos, ils sont super forts pour ça. Parce qu'ils sont pas d'accord entre eux. Hein. Papacito, Rochdy, je veux dire Conversano, Soral. Mais parfois, ils arrivent à faire bloc. Ils arrivent à faire bloc et à soutenir, par exemple, Zemmour, quoi qu'il en soit, Le Pen, quoi qu'il en soit. Et nous, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. On le voit avec Mélenchon. On le voit, par exemple, avec Mélenchon. Où les plus Ouais. forts pour dégommer Mélenchon, bah, c'est la gauche. Eh oui. Et puis même, il y a se soutenir aussi dans l'échec. Parce que soutenir dans la victoire, c'est facile, mais typiquement dans le cadre du débat, on disait c'est comme un duel de boxe au final. Tu peux venir même bien entraîné et te prendre une mandale. Mais voilà, Mbappé, il fait rater la coupe d'Europe, là. C'était Coupe du Monde, je sais plus.
Mais tout le monde a un peu le seum contre Mbappé, mais on est en mode bon bah espérons qu'il va se remettre bien et qu'il va grandir, qu'il va se dire ok c'est pas forcément gagné, c'est pas pour acquis et qu'il va revenir plus fort. Tu vois, il y a aussi ce sentiment de vas-y essayons. Quand il y a un sportif, tu dis ok mon sportif préféré, mon club, il a perdu, mais vas-y je vais être derrière eux, ils vont se venger, ils vont revenir plus fort et tout. Quand s'il y a un militant et dit je vais aller débattre et qui se plante, genre la Mélenchon se serait planté. Et nous notre peur qu'on avait sur le débat Mélenchon, c'est Ouais. que si c'était totalement planté. Ah Mais ouais. alors là, toute la gauche aurait dit, vous voyez qu'il ne faut pas débattre, ça aurait été l'exemple ultime. Mais alors qu'il aurait pu échouer. C'est Ouais. normal qu'il puisse échouer, surtout face à un adversaire aussi fort, tu vois, entre guillemets. Et ça aurait pas été de sa faute si Zemmour aurait décollé dans les sondages. Je veux dire, c'est pas sur le. Parce qu'en plus, là, je vois, par exemple, ah, vous voyez, il a débattu, mais pourtant Zemmour augmente dans les sondages. Mais personne n'a cru que ça, il allait tomber à zéro. Je veux dire, c'est un combat sur le temps long, en fait. C'est pas genre un débat et ça y est, Zemmour est détruit. Oui, il prend à Le Pen, il prend pas à Mélenchon, donc il Bah n'y a oui. pas eu de. Enfin, il continue sa percée médiatique, etc. C'est ça Bah, les vraies causes. Bah, en fait, pour revenir vite fait, ça me fait penser à ça, pour revenir sur le débat avec l'extrême droite. Il faut aussi voir, par exemple, les différentes temporalités. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a, les décoloniaux, on a différentes stratégies, que ce soit sur le temps court ou sur le temps long. Par exemple, là, moi, je parle à titre personnel, sur le temps court, je suis en mode, il y a l'élection dans 6 mois, bah, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon parce qu'il y a la catastrophe qui arrive. Mais c'est pas pour autant que j'ai 1000 critiques à faire à Mélenchon. Mais sur le temps court, c'est Mélenchon. Et sur le temps long, Mélenchon, on va quand même le castagner pour qu'il se radicalise un peu. Mais vu la situation là, tu vois, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc stratégique chez la gauche. Elle pense que, genre, tout peut arriver immédiatement. Mais on a aussi cette discussion chez nous. Je veux dire, bien sûr que s'il y avait un militant, il y avait un candidat décolonial qui pouvait être élu, bah, je voterais pour lui. Mais c'est pas le cas. Il faut aussi prendre en compte aussi le contexte actuel. Et je voudrais préciser aussi pour ça, sur ça, c'est que, par exemple, débattre avec l'extrême droite, nous, on se pose vraiment la question, par exemple, si, je sais pas, touche pas mon poste nous invite, là, dans les 6 mois, est-ce qu'on y va? Eh ben, ça, c'est une vraie question. Est-ce que nous, on y va? Pas parce que, je veux dire, il y a un principe moral, on discute pas avec l'extrême gauche, mais l'extrême droite, mais on se dit, est-ce que c'est pas dangereux pour la gauche que nous, on vienne avec nos idées, qui sont très, très radicales, en termes d'antiracisme et tout, et que au final, ça peut être un guet-apens où ça va être utilisé pour critiquer de manière totalement malhonnête et tout, Mélenchon et tout, tu vois. Donc c'est vraiment des questions selon le. Faut être pragmatique. C'est vraiment ça. Faut Ouais, être surtout à la pragmatique. télé. Parce que sur YouTube, débattre, YouTube, bon, bah, tu te mets en scène toi-même. Nous, si on choisit d'inviter quelqu'un dans notre émission, c'est nous qui maîtrisons le format de l'émission. Dès qu'il s'agit même d'aller débattre avec un journaliste, qui va même pas être d'extrême droite, tu vas être Ouais. libéral, politique, enfin voilà, journaliste, quoi. Là, c'est compliqué parce que moi, je les connais. Ils te posent des questions, après, ils changent ce que tu dis, ils font des trucs, ils te font dire ce que tu voulais pas, il y a des séquences qui sont tronquées, etc. Ça aussi, il y a toutes les règles de la télé, ça veut pas forcément dire. C'est pas parce que il faut. En fait, le truc, de toute façon, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on n'est tous pas fermés au fait de débattre quand ça peut être stratégiquement intéressant, mais que dans la plupart des cas, on continue de se poser la question, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Il faut y aller que si tu y crois, quoi. Et après, dans ce cas-là, c'est pas Et- grave si tu te trompes, mais il faut et au si- moins y aller que si ça peut produire un effet positif, quoi. Et ça, Et ça si tu ressemblera à peux, quoi? et si tu peux- excuse-moi, je Non, voulais vas-y, juste vas-y. et si tu peux, par exemple, si Ouria Boutelja, SO Ouria, si Ouria Boutelja va en débat, elle touche pas à mon poste. Mais elle aura pas l'occasion. Elle aura pas l'occasion parce qu'elle va devoir se justifier sur absolument tout, l'antisémitisme, l'homophobie, blablabli, blablabla. Et veut dire, elle a des propos qui sont tellement en dehors de tout le paradigme actuel. Rien que sur le racisme anti-blanc. Développer ce qu'on dit sur le racisme anti-blanc, ça demande une demi-heure minimum, qu'elle n'aura pas. Mais même sur l'État-nation, notre critique sur l'État-nation, notre critique sur la laïcité, les critiques qu'on peut faire sur le féminisme blanc, le critique qu'on peut, voilà, je veux dire, il faut aussi voir le terrain sur lequel on va évoluer. Et nous, on pense que voilà, c'est pas possible. Surtout que voilà, on va nous inviter une fois, touche pas à mon poste, et après on va disparaître pendant 6 mois, pendant que eux, ils vont pouvoir commenter, voilà, dire déformer, mentir, et nous on va être là, mais putain, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Donc voilà, faut aussi voir qui va débattre. Moi, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu sois chroniqueur à Touche pas à mon poste. Et là, Bah je te dis,
Si on te disait d'y aller tous les jours et que tu pouvais un peu, même si t'avais que 2 minutes tous les jours et réussir à lâcher ta punchline au moment où, là, ça serait intéressant, quoi. Ou, et c'est pas à Auria de faire ça parce que ça c'est dit c'est une intellectuelle. Donc évidemment, elle voudrait juste déployer son discours et elle pourrait pas. Mais ce qu'il pourrait y avoir, c'est juste quelqu'un qui vient et qui se moque juste de Jean Messia et qui passe du coup pour celui qui a balancé les punchlines. Jean Messia. En fait, c'est ça aussi, il faut aussi s'adapter. Et c'est là où on disait, c'est aussi aux militants, quoi. Quel type de militant pour quel combat, quoi. Typiquement, Kali, je le trouve très fort quand il s'agit des gars un peu les fans de Zemmour qui veulent essayer de faire le débat rationnel, le débat d'idées, avec des chiffres, des stats. Et toi, t'es là, t'arrives, ah bah non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est machin. Et tu sors les trucs. Et voilà, en fait, le gars, il est vite débousselé. Mais est-ce que tu serais si fort face à Papacito? Parce que Papacito, il s'en battrait les couilles de tes chiffres. Il te prendrait par le spectacle, et là, avec ton côté plus réservé, ça marcherait moins. Donc en fait, c'est toujours pareil, il faut aussi savoir qui envoyer. Et bah déjà, la gauche, elle va être en mode ah ouais, mais attends, si on envoie un mec, si on envoie un tel, si on fait ceci, ça va pas être bien. C'est une question que je comptais vous poser justement. C'est cool que t'en parles, Dany. Usul, il sous-entendait dans la première émission que débattre avec l'extrême droite, c'est un peu comme jouer aux échecs avec un pigeon. Tout à l'heure, toi, Dany, tu disais que Gros Blanc, voilà, il est un peu débile et tout. Tu lui donnes 2-3 idées et tout, le mec, il fond d'un coup, il dit plus rien. Il y a aucun youtubeur ou influenceur d'extrême droite qui trouve grâce à vos yeux. Honnêtement, si je devais créer le débat parfait, admettons, gauchiste versus droitard, qui serait pertinent quoi, dans la sphère droite, extrême droite de YouTube ou sur Internet? Débattre. En fait, le problème, c'est moi, je trouve qu'actuellement, en réalité, non. Je trouve qu'en ce moment, sur la sphère Internet, ils sont full états-uniens. C'est l'alt-right états-unienne en encore plus nul. Ils sont un peu ridicules et cringe. Moi, je vois pas d'intérêt à aller débattre avec eux. À la limite, dans les sphères politiques et médiatiques, là, il y aurait déjà plus peut-être des trucs à faire et tout. Mais non. Pour moi, l'avenir, en vrai de vrai, c'est pas le débat, c'est le debunk et le react. Il suffit de voir des exemples. Même, on a même des exemples un peu confus. Genre, regarde, Anal Génocide. Moi, beaucoup de gens l'ont vu comme quelqu'un d'extrême droite quand il se fait Stéphane Edouard, ça marche très bien. Oui. Et il y a plein de fans de Stéphane Edouard, full sexiste, full transphobe surtout, qui ont un peu changé d'avis. Et grâce à ça, il y a quelques personnes un tout petit peu. En fait, pour moi, là, il faut les canons d'extrême droite, là, c'est-à-dire les gros youtubeurs, machin, faut les rendre cringe. Et pour ça, notre arme, c'est le react. Ça va pas forcément être le débat, parce que bon, dans le débat, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Par contre, si c'est vraiment impossible de débattre avec des droitards, je crois pas. Justement, je disais Sardoche tout à l'heure. Moi, je pense qu'avoir un débat avec Sardoche, discuter de certaines choses avec Sardoche, là, il y a moyen, et non seulement de même de convaincre Sardoche, en vrai, et de convaincre aussi son public. Ça, j'en suis sûr et certain. Et ça peut faire vraiment avancer les choses. Mais là, ouais, dans les canons qu'on a à l'heure actuelle, et puis même, ils n'ont pas vraiment envie. Moi, typiquement, Raptor, je lui ai proposé plusieurs fois de débattre, surtout à l'époque, etc. Avec moi. Non, mais aujourd'hui, c'est pas intéressant parce qu'il représente finalement plus grand-chose, je pense, Raptor. Faire de la pub. Mais à l'époque, j'avais proposé et il voulait pas parce qu'il savait que il est bon quand il s'agit de faire des vidéos pour se moquer, mais que dans un vrai débat, et j'ai l'impression que lui, il a quand même une forme de... Il viendrait, il essaierait d'être un peu sérieux, que du coup, il n'était pas extrêmement à l'aise avec ça, quoi. Et je sais, il y a un de ses proches qui m'avait dit qu'il avait peur de toute façon de ce genre de choses. Donc c'est ça, en fait. Je pense que nous, on va continuer de surtout créer notre voix. Et le travail à faire, pour moi, il est d'abord à gauche avant d'être à droite. Parce que justement, on a tellement été isolés, il y a tous les problèmes propositions de morale, de machin, le public, machin. Juste déjà les faire rire et tout. Ça, pour moi, c'est ça qui me rend fier et ça me semble être le premier combat, quoi. Juste là, on prend des LGBT, on fait des vannes LGBT toute la journée. C'est rien que ça n'existait pas, en fait. Tout simplement, quoi. Tout était occupé par un espace de blagues de droite, de mèmes de droite, etc. Déjà, reprendre un peu ce combat-là, quoi. C'est l'exemple qu'on a. Et puis, tu prends pareil, Wissam, là, par exemple, le stream, je reviens, que tu as fait le soir du 17 aussi. Nous, ça fait 5 jours, tout le monde nous en parle. Les gens étaient hyper émus. Ça a été un moment. Enfin, tu vois, c'est Twitch, c'est les plateformes. Et surtout, la réaction face à l'extrême droite, c'est bien. Mais être que en réaction, tu pourris, quoi. Faut aussi apporter du contenu original, créer et ne plus être que dans le fait de réagir à l'autre, quoi. Et devenir aussi force de proposition
Et ça, je pense que c'est hyper important. Et en vrai, il y a de plus en plus de gens qui le font. Bah ouais, Ça se voit, quoi. et dans les gens qu'on a convaincus, nous, avec nos streams, ils nous le disent dans leurs témoignages. Bah, quand tu regardes, ils regardaient beaucoup les youtubeurs d'extrême droite parce qu'ils étaient drôles. C'est un fait objectif, ils sont marrants. Ils sont marrants, ils disent des trucs, il y a des punchlines et tout. Mais ils avaient besoin d'humour politique. Et ils ne trouvaient pas d'humour politique de gauche. Et sauf que, bah, au Ouais. bout d'un moment, quand c'est islam, 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 ils se disent j'en ai un peu marre de regarder que ça. En plus, YouTube te propose ça et tout, etc. tout le temps. Et quand ils sont tombés sur le stream, ils ont dit putain, là, j'ai trouvé de l'humour. Mais en plus, vous ne parlez pas que d'islam. Vous en parlez des fois, mais vous ne parlez pas que d'islam. Vous parlez aussi de plein d'autres sujets. Et je pense qu'il faut aussi qu'on croit au fait que, bah, en fait, on est plus ouvert, que la liberté d'expression, elle est de notre côté. Ouais. Cro-Blanc, typiquement, ils ont récupéré le truc parce qu'ils étaient en mode, ah, les gauchistes veulent pas débattre avec nous, ils ont peur, nanana. Et Cro-Blanc, après que je l'ai vu, il a dit en live, Ouais. au final, est-ce qu'il faut aller débattre avec des gauchistes parce qu'ils viennent imposer leur thème? Il a en Twitter, mais pour son propre truc. Et je pense que c'est ça aussi, c'est les renvoyer au fait que c'est eux qui sont austères et qui veulent pas débattre avec les gens, qui ne font que se moquer et qui vont jamais dans des arguments rationnels. Usul, ils ne l'attaquent jamais sur le fond. Ils l'ont toujours attaqué sur son physique, corps de lâche, etc. Sur ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi que, bah, en fait, c'est des mauvais adversaires. Et c'est Schopenhauer dit ça à la fin de l'art d'avoir toujours raison. Quand tu veux faire un bon débat d'idées, ce qui compte, c'est d'être avec un adversaire de bonne foi. Parce que si tu es un adversaire de mauvaise foi, tu ne produiras pas d'idées. Kali, Et- Wissam, vous partagez aussi cette idée comme quoi les influenceurs de droite, extrême droite sont un peu cringe et peut-être pas très pertinents? Kali? Ouais, et puis surtout par rapport à ce que vient de dire Dany, je suis complètement d'accord, c'est la bonne foi, le truc principal pour faire une bonne discussion, un bon débat et avancer ensemble, en fait, c'est que chacun soit de bonne foi, qu'on regarde vraiment les faits et que on défende vraiment, honnêtement, son point de vue et pas dans un truc voilà, caricatural pour essayer d'humilier l'autre, etc. Voilà, c'est pas intéressant, mais c'est des choses qui peuvent se passer pendant un débat, donc il faut aussi garder ça à l'esprit. Mais du coup, ouais, qui serait de bonne foi, suffisamment bonne foi pour débattre à l'extrême droite, honnêtement. Je sais pas. Quand je vois leur contenu qu'ils font en solo et qu'ils écrivent eux-mêmes, à quel point ils sont dans l'insulte, dans la facilité, l'homme de paille, etc. Bon, sans rentrer dans l'analyse zététicienne du truc, mais c'est souvent très très malhonnête. Donc forcément, s'il y avait quelqu'un qui pouvait interrompre leur vidéo, bah, c'est ce que vous faites quand vous faites des reacts. Hein, voilà. On interrompt leur vidéo et on dit ah bah là-dessus, tu dis de la merde pour telle raison. Et du coup, si ça arrive en face à face, qui aura vraiment la bonne foi de dire oui, c'est vrai que là-dessus c'est faux, mais par contre il y a ça. Honnêtement, j'en vois pas. Je pense qu'à l'extrême droite, tous les gens qu'on a cités, ils partiraient dans l'insulte très vite. Et je pense que Papacito, quand il a proposé à Usul, il avait, à mon avis, l'idée de le piéger, d'essayer de l'humilier. Donc Usul a bien fait de refuser. En fait, quel intérêt, qu'est-ce qu'avait à gagner Usul à y aller? Mais je pense pas que essentiellement il faille ne jamais accepter la discussion avec Papacito. Je pense qu'il pourrait y avoir des gens à gauche qui seraient très forts, qui arriveraient à le troller, qui arriveraient à le prendre à son propre jeu et à faire quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, si dès que quelqu'un imagine la possibilité on lui dit bah alors tu es facho parce que tu vas discuter avec Papacito, forcément ça n'arrivera pas. Et donc on va le laisser faire ses 3 heures sur Livre Noir à dire n'importe quoi. Et effectivement, il manque l'autre son de cloche en fait. Il est où l'autre son de cloche? Et il y a des gens qui ne regardent que ce contenu-là, qui sont dans des boucles de filtres où ils entendent que ça. Et peut-être que la seule fois où ils vont entendre des idées de gauche, c'est le jour où il y aura un débat Papacito contre quelqu'un de gauche, quoi. Donc pour moi l'intérêt il est là, quoi. Et même si Papacito n'est pas un interlocuteur légitime parce qu'il dit de la merde, bah, en fait ce qu'il va falloir faire c'est y aller et lui dire en face, quoi. Là tu dis de la merde pour telle et telle raison. Et c'est un exercice difficile et il faut s'y préparer et ne pas le refuser de base. Même si pour moi il n'y a aucun des gens qu'on a cités est vraiment légitime en tant qu'interlocuteur, parce qu'ils produisent pas vraiment d'idées en fait, ils produisent une volonté de caresser leur public dans le sens du poil, de gagner de l'argent. C'est pas une vraie production d'idées de bonne foi de comment on va améliorer la société, quoi. Ça se voit, enfin c'est évident. En vrai, il y en a peut-être un, j'y pense là, parce que justement, il s'est construit en débatteur et en intellectuel, c'est Julien Rochdy, en vrai. Ouais, ouais. J'avais pensé à l'époque, notamment parce que, après, moi aussi, comme je connais un peu Nietzsche, tout ça, très souvent, il utilisait Nietzsche dans des débats avec des féministes, des choses comme ça, pour les retourner, mais au final, l'utilisation qu'il faisait Nietzsche, bon, n'était pas toujours extrême. Il n'avait pas des gens qui avaient, comment dire, c'est ça, on disait l'importance d'aussi s'adapter à son adversaire. Typiquement, un Papacito, moi je verrais bien il faudrait un grand mec viril qui lui dit mais t'es un PD toi. Non mais vous voyez, j'exagère, mais vous voyez quoi, il faut aussi avoir du répondant. Mais peut-être Julien Rochdy qui joue beaucoup ce côté grand bourgeois, intellectuel, vulgarisateur, bah, peut-être que lui ça pourrait être intéressant justement un jour qu'il y a un affrontement sur ce terrain-là avec quelqu'un qui lui dit non mais tu dis que de l'AD, quoi. Parce que justement, lui, il a fait 1 ou 2 débats avec des féministes et puis il en est sorti relativement gagnant. Il s'est dit, bah, vous avez vu,
hop, personne n'arrive à mon niveau et il passe pour un grand intellectuel. Alors que dès qu'il y a un génocide, justement, qui se l'est pris un peu, il lui a mis 2-3 fessées, il n'a pas réussi à s'en remettre. Donc en fait, c'est ça aussi. Je trouve que quand il joue les intellos, ça peut valoir le coup. Mais quand il joue les débiles, bah, à ce moment-là, il faut les attaquer avec du contenu, troll et clash aussi. Et là, c'est ce qu'on fait en React. Je pense que c'est ça, plus ou moins. En tout cas, voilà, à l'heure actuelle, hein, on verra si ça évolue. Wissam, tu veux réagir à ça? Je réfléchis depuis tout à l'heure à quel penseur de droite ou d'extrême droite ce serait intéressant de Mais discuter. vraiment sur la sphère internet, hein, je parle vraiment de la sphère YouTube. Ouais, sur Internet, ouais. ouais, et franchement, j'en vois pas. J'en vois pas. Et j'en vois pas. Je vois pas quelqu'un qui. Parce qu'en plus, parfois, je veux dire, il y a rien à faire. Je veux dire, même en étant de bonne foi, on a des projets totalement opposés. Par exemple, le grand remplacement. Le grand remplacement, on va avoir un débat, on va même pas être sur le même ring. Tu vois? Par exemple, beaucoup à gauche, ça va être de montrer que le grand remplacement n'existe pas. Alors que moi, ça va être plutôt, bah, quel est le problème? En quoi ça te dérange qu'il y ait de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France? Tu vois? Pourquoi ça te dérange? Donc, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de débat à avoir, c'est juste on est conflictuel, on veut dire ça va être le rapport de force, et le plus fort vaincra. Donc après, j'ai pas besoin de débattre avec lui, il faut que j'aille, faut que je fasse de la pédagogie, faut que je fasse des vidéos, faut qu'on discute, faut qu'on fasse ce qu'on fait avec Ouria par exemple. Et je suis d'accord avec Daniel Raz, veut dire juste le fait d'être drôle, le fait d'être posé, tout, ça change énormément de choses. Ouria veut dire les gens ont toujours eu l'habitude de la voir à la télé, où elle était très conflictuelle parce que tout le monde était contre elle, et donc assez vénère. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais en fait Ouria elle est sympa. Parce que pendant 3 heures, Ouria, elle est posée et on discute. Il voit qu'elle rigole, il voit qu'elle est ouverte, qu'elle peut développer ses idées et tout. Donc, le format permet ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse et ce qui est pas possible, c'est de discuter avec des militants de gauche et d'extrême gauche. Sachant que nous, on est ouvert à ça. Je veux dire, ça fait 3-4 ans, on galère parce qu'il y a plein de gens qui nous critiquent et on leur dit, bah, venez discuter. Je veux dire, venez discuter avec nous. En plus, on n'est même pas en mode conflictuel. Je veux dire, il y a des critiques qu'on trouve intéressantes. Par exemple, Loïc Chéniaud. Loïc Chéniaud, je ne sais pas si vous connaissez, de l'Institut de l'Homme Total. Je veux dire, C'est coréaque un peu, on va dire. voilà, mais nous, on est prêt à discuter avec lui. On est prêt à discuter. Vas-y, dis-nous ce qui va pas, et nous, on va te dire. Et veut dire, parce que, veut dire, il est un peu réac, mais pour nous, c'est pas non plus un ennemi, tu vois. C'est pas un papacito, c'est pas un, veut dire, il y a plein de trucs pour moi, c'est un adversaire. C'est un adversaire. Tu vois, c'est un adversaire. On n'a pas le même projet de société, mais pour moi, c'est pas un ennemi. Mais je veux dire, il y en a plein à gauche comme ça, tu vois. Anas aussi. Je veux dire, Anas, pour moi, c'est quelqu'un. On a des désaccords, mais on peut discuter. Je veux dire, on peut trouver le truc commun. Donc, plutôt que, je veux dire, là, on est en train de dire, on peut pas, on doit pas discuter avec l'extrême droite, mais nous, on n'arrive même pas à discuter entre nous. Et je pense qu'il faudrait débloquer ça, avoir des vrais échanges et permettre ça. Permettre de discuter, d'échanger et d'avancer. On va grand remplacer les gauchistes et puis Bah voilà. ouais, hein. C'est ça la stratégie. Il va falloir les grands remplacer aussi. On va faire le contenu, ce sera nous quoi. Tout à l'heure, Non, on évoquait le fait que, au final, débattre, c'est peut-être pas tant convaincre ou persuader l'adversaire, c'est convaincre les gens dans l'audience. Alors, est-ce que ça sert encore à quelque chose de débattre avec, enfin, de mettre deux gens très polarisés comme ça, l'un contre l'autre? Est-ce que ça sert encore à quelque chose au final? bah, ça Genre, dépend où tu les mets. Mélenchon, c'était utile de mettre Mélenchon contre Zemmour, c'était utile parce que c'était BFM et ça a été l'un des débats les plus suivis depuis des années, il me semble. Il n'y avait Ouais. pas 3 millions de personnes, je crois. Ouais, 4 millions presque. Ouais. 4 millions. mais Bien sûr que c'est utile. est-ce que tu penses que ça a fondamentalement changé quelque chose dans l'esprit des gens au final? Mais Est-ce que c'était pas on en revient- juste du spectacle? on en revient. Non, mais de toute façon, la société du spectacle, on est dans une société, il y a du spectacle. Il faut l'utiliser. Je veux dire, comment tu peux te battre politiquement sans entrer dans la société du spectacle? En fait, ça me saoule un peu le truc de la société du spectacle. Moi je suis contre la société du spectacle, donc tu restes chez toi, tu fais rien, le fascisme passe. 4 de gauche pour moi. Bah, C'est et deux- puis, Voilà. c'est Soyons les meilleurs dans la société du spectacle pour imposer nos idées. Voilà Ouais. ce que je dis. Et Voilà. surtout, Mélenchon, Que tu le fasses ou pas, la société du spectacle, elle va être là. Donc utilise ce truc et pervertis-le pour tes idées. C'est tout. absolument. Et Et Mélenchon, donc, et je voulais rajouter, excuse-moi Dani, je rajoute juste ça et après je te laisse, c'est que ça va, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ce débat qui allait tout changer, mais il faut voir ça sur le temps long. Enfin, il y a quelqu'un qui s'impose à lui et qui, même si nous on a beaucoup de critiques à faire sur le terme créolisation, il propose autre chose. Ouais, au moins, Il y avait de la conflictualité. Enfin, mais je veux dire, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour les gauchistes. et puis justement, Mélenchon, il s'est justifié de ce débat avec, je trouve, en expliquant à quoi ça servait qu'il y aille de manière assez précise, c'est qu'il a dit que c'est une question d'affect, puisque justement Zemmour balance ses discours toute la journée, ce qui suscite
des affects chez ses adorateurs qui disent enfin on a entendu, enfin voilà, on va dégager les Arabes, ils sont extrêmement heureux. Mais du coup, ça fait aussi des affects de dégoût chez les gens qui détestent Zemmour. Et n'oublions pas, je crois que Zemmour, dans les sondages, est le candidat que les Français détestent le plus, en tout cas sont le plus hostiles à voter pour lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va probablement servir de repoussoir pour faire réélire Emmanuel Macron. Oui, Je pense on a que c'est compris. la stratégie, n'est-ce pas? Mais les gens, il y en a plein qui sont dégoûtés par ces idées, mais comme tout de gauche à droite, hein, vraiment, même tu prends Montebourg, Roussel, tu sais, genre vraiment, ils sont tous dans un discours sur l'islam qui est proche de celui de Zemmour. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de contradiction. Et Mélenchon y allait clairement en disant je suis là pour donner du baume au cœur aux gens qui sont hostiles à Zemmour. Et il a aussi permis à plein de gens, et là on ne peut pas savoir ces effets-là parce qu'il faudrait aller voir chaque spectateur, et on a eu 4 millions, et aller lui demander ce qu'il a pensé du débat. Mais il y a forcément plein de gens qui se sont dit enfin, il y a quelqu'un qui le traite de raciste. Enfin, il y a quelqu'un qui lui répond. Enfin, il y a Avec quelqu'un cet effort, hein, comme on l'a dit. Hein. qui rassure, qui dit que non, c'est pas grave et que son projet, lui, de la France, c'est un projet mais délirant, réactionnaire, etc. Et qu'en fait, on peut aussi penser une France forte, etc. Il a parlé ce jour-là à nos affaires. Et moi-même, en tant que militant, j'étais déjà d'accord avec Mélenchon et j'étais déjà contre Zemmour. Ça m'a fait du bien. Et je pense qu'on oublie tout le temps de penser aux affects, et ça, notamment la gauche rationnelle, etc. Alors que Spinoza, Lordon, voilà, c'est vraiment important qu'on puisse se dire voilà, il y a un souffle, il y a quelque chose, une proposition nouvelle. Et je pense que ça a permis à Mélenchon de se placer comme le véritable candidat de gauche, là où il n'y en a pas chez les autres, parce qu'il n'y a pas de discours. Il ne s'oppose pas frontalement au discours de Zemmour. Lui, il l'a fait. Et ça a un vrai impact avec dans la des tête des concepts gens. qui vont en contre. Alors, avec toutes les limites que peut avoir le concept de créolisation, ça a le mérite de ne pas vouloir éviter le sujet. Déjà, au moins, il a le mérite d'essayer d'aller sur ce sujet, contrairement aux gens qui disent ah non, ça n'existe pas, on veut pas voir, y a rien. Et on voit sa dialectique à Mélenchon, justement, parce que la créolisation, lui, c'est quelqu'un qui, à la base, est très dans le discours républicain, Oui, notamment évolué. diabolisé, il part de loin. et qui maintenant voit les limites à gauche du discours républicain, Assimilationniste, hein. Il rationaliste. était assimilationniste avant. Parce que- mais Il était évidemment. assimilationniste, anti-voile et tout, et je pense que le minimum de l'honnêteté, c'est de noter les évolutions. Donc, même si c'est pas parfait, C'est il faut la s'y grande prendre du contexte. génération qui l'a convaincu. Ouais, et justement, il le fait parce que maintenant que la droite utilise la République, la laïcité, la rationalité pour justement déverser des idées islamophobes, et bah lui, il est arrivé en disant bon, j'ai ce discours depuis un moment, je peux pas trahir, il va pas trahir la République, c'est moi après tout, hein. Oui. Il va pas trahir le fait que c'est un républicain, mais il est venu en disant attends, il faut penser la chose Il a différemment. amendé son républicanisme. Et il est avec des allé limites, hein, s'appuyer sur un auteur des Dom-Tom, Édouard Glissant, en disant voilà, la créolisation, c'est aussi, il faut pas que penser en rationalité, il faut aussi penser en poésie, en nuances, en contradiction. Et il a ramené, je trouve, la dialectique et les affects au service de la gauche. Et ça, moi, c'est une gauche dans laquelle je me reconnais vraiment. Genre, dans le discours, je suis pas d'accord avec tout sur Mélenchon, mais je me reconnais dans cette idée que, ok, on est aussi hostile à ce projet de la France qui est celui de Zemmour, à ce projet de se mettre les uns contre les autres, de guerre civile. On est hostile à ça. Et on est dans une idée que, vas-y, on va être plus fort ensemble, parce que l'homme est un dieu pour l'homme, selon la formule de Spinoza, quand on commence à comprendre que les puissances d'agir peuvent se multiplier. Et ça, c'est ce qui me parle le plus et qui m'a vraiment même surpris par rapport à 2017. Et c'était la grosse critique que je faisais beaucoup à Mélenchon et qui me donne un peu d'espoir. Et c'est là, il est là, si tu cherches l'intérêt du débat Mélenchon-Zemmour, il est là. Il a montré à des millions de spectateurs qu'une autre France était possible et qu'une autre vision de la politique l'était, là où les autres candidats de gauche n'y arrivent pas. Ils sont tous pro-Zemmour, en fait. Ils sont tous en mode, ils ont tous concédé. Ils sont tous en mode, ah, les Français sont racistes de toute façon. Ils ont tous concédé sur cette idée-là. Et d'ailleurs, pour jouer sur... Excuse-moi, je t'ai coupé, Lisandre. Non, je voulais juste dire que oui, sur le débat, moi je trouve que un des grands avantages que ça a eu, ce débat Zemmour-Mélenchon, c'est que pour beaucoup de gens qui étaient un petit peu presque pas neutres, mais en tout cas qui n'écoutent pas trop Zemmour parce que voilà, ils ont une mauvaise image de lui, etc. Là, ils l'ont écouté parce qu'il y avait ce débat avec Mélenchon et ils ont vu à quel point Zemmour était caricatural, peut-être même plus que ce qu'ils imaginaient. Et ça, c'est aussi quelque chose de réel qui a permis ce débat, c'est-à-dire que des gens qui n'écoutent pas le discours de Zemmour habituellement l'ont vu dans tout ce qu'il avait de raciste, de voilà, vouloir déporter des gens, même s'il a mis un petit peu la pédale de frein, qu'il y allait un petit peu plus mollo que d'habitude, quand même, il n'a parlé que d'islam et d'immigration à tous les sujets, et donc c'était tellement caricatural que seul, voilà, le fait de montrer ça dans un débat, en fait, peut
convaincre des gens un peu plus que, oui, bon, clairement, Zemmour, voilà, il est vraiment dans un délire très particulier. Et il faut pas non plus quand même perdre de vue que la plupart des Français, ils sont plutôt dans un truc d'inclusion et pas de vouloir chasser les gens. Et donc, ça les choque d'entendre Zemmour être en roue libre là-dessus, comme on a rarement entendu un candidat d'extrême droite l'être ces dernières années. Donc ça, c'est aussi un truc réel. Le débat permet de faire émerger ça, et même de pousser quelqu'un dans ses retranchements, dans sa radicalité, en fait, en allant jusqu'au bout, en lui disant, mais du coup, c'est quoi la conséquence de votre discours? Et là, ça fait émerger vraiment l'horreur, en fait, de la chose. Donc certains, malheureusement, ça va les convaincre encore plus, mais les gens qui sont un peu, voilà, au milieu, je pense pas que ça les ait beaucoup rassurés sur le discours de Zemmour. Au contraire, ils se disent, ce mec-là est vraiment dangereux. Enfin, après, voilà, il faudrait faire des sondages, etc. Mais bon. Et sur le truc des affects, c'est aussi, et je trouve que c'est une bonne strat, après il l'a mal défendu en termes de nucléaire, mais il y a l'inquiétude du grand remplacement, et lui il a joué sur l'inquiétude il appelle ça le grand changement, le grand changement climatique. Donc c'est aussi, alors bien sûr, c'est pas très beau de jouer sur l'affect des gens, hein, c'est pas très pur, mais voilà, Ah, il faut, oui. Ah si, il faut, mais pas seulement pour des inquiétudes. Il faut aussi, mais c'est ce que font un peu plus les marxistes là, de plus en plus, c'est proposer un futur désirable, un futur qui donne envie, un futur qui fait. Je sais plus, mais il y avait un livre sur le marxisme et le communisme et la luxure. Je me rappelle plus du titre, mais je pense que c'est intéressant ça de proposer un autre futur désirable. Et je voulais juste revenir une petite parenthèse sur la société du spectacle. Quel a été le moment où Poutou a été le plus populaire? Où il a été vraiment connu et tout. En débat. Voilà, en débat, Débat où il a pour fait du Marine Le Pen spectacle. et Fillon. Il est arrivé, il a fait du spectacle, c'est-à-dire qu'il a démonté tout le monde, société du spectacle, comme vous voulez, mais si ça arrivait, s'il était là à chaque fois, le NPA, il ferait 10%. Donc c'est pour ça que je veux dire, bien sûr, c'est pas très beau. Alors oui, c'est pas très beau, c'est pas très moral, c'est pas très éthique, mais je veux dire, comme disait Malcolm X, on va combattre avec toutes les armes, les armes qui sont nécessaires. Et ça, c'est nécessaire, c'est tout. Voilà. Voilà. Surtout, enfin, tu dis c'est pas éthique, etc. Moi, je trouve que c'était très éthique de la part de Poutou de dire à Marine Non, Le mais Pen, on n'a pas de. Oui, je comprends du point de vue des gauchistes pour les vraiment chrétiens purs, de etc. gauche, c'est quand même utiliser un Évi- truc qui est pas très. Bien Hein. sûr, bien sûr, mais en réalité, si tu regardes vraiment concrètement, je veux dire, cette phrase que Poutou a dit à Marine Le Pen, combien de gens, combien d'ouvriers avaient envie de lui dire à Marine Le Pen? Donc c'est aussi un truc, enfin pour beaucoup de gens, c'était au contraire un des seuls moments un peu de raison et de rationalité dans ce débat présidentiel avec tout ce qu'il a. Voilà, c'était un des rares moments d'humanité, de vérité dans le truc, quoi. Et combien de gens ne connaissaient pas Poutou et tout, mais c'est qui ce mec? Il est génial. Il est génial. Elle- Donc, je veux dire, Bah, faut surtout, encourager il a Poutou. normal, quoi. Tous les autres faisaient leur langage politique, politicienne, et lui, il était là à dire, ouais, Fillon, on t'écoute, mais on a vu tes affaires. Et vite fait, le fait que Poutou ait pris ultra cher sur sa sortie sur la police tue, pour moi, c'est aussi parce que le système médiatique a très peur qu'il y a un Poutou en roue libre pendant les élections et qu'ils ont envie de le faire taire très très vite. Parce que je pense que justement, eux, ils n'ont pas oublié l'effet de Poutou sur les plateaux et que l'idée de le faire très très vite et de pouvoir très vite le marginaliser, c'est très bon pour eux. Donc, ils sont quand même inquiets. Pour moi, des backlash comme ça que prennent des Poutous, comme Anas aussi, là, qui prend cher sur les drapeaux, pour moi aussi, c'est des signes qui veulent toujours invisibiliser et marginaliser les discours de gauche plus radicaux. Ça veut dire qu'ils sont efficaces, sinon ils nous laisseraient parler. Ils nous laisseraient nous ridiculiser si on était si nuls que ça. Ah Si bah on oui. était si inoffensif. Donc faut aussi, moi je pense aussi faut aller contre la torpeur du militant de gauche. Perdu d'avance, c'est bien pour un album d'Orelsan, Ouais, puis, mais pas pour du militantisme. Je trouve que c'est un truc de privilégié de vouloir garder les mains propres. Ouais. Parce que dès que ta vie elle est un peu complexe, que t'es dominé d'une manière ou d'une autre par les structures de la société, bah très vite, t'as des insultes qui te viennent en tête. T'as un rapport de force. Au bout d'un moment, t'as envie de répondre, de dire quelque chose, quoi. Et c'est pour ça aussi que les gens se reconnaissent typiquement Mélenchon, beaucoup critiqué par la gauche bourgeoise, culturelle, etc., sur ses côtés vénères, qui s'énervent et tout. Et c'est ce qui le rend très populaire dans les milieux populaires. Le fait qu'il s'énerve, et je pense vraiment, il faut se rendre compte qu'il y a des spectateurs, juste, ils ont entendu Mélenchon gueuler à Zemmour, putain, t'es un sale raciste. Ça se trouve, ils sont pas pro-Mélenchon, ils vont pas voter pour lui, mais ils se sont dit, ah, ça fait du bien. C'est tout con, hein. Et il faut y penser. On est déjà à 1h30 de record, on va conclure. Mais j'aimerais ouais. du coup faire une petite ouverture en guise de conclusion. Moi, en tant que médiateur de débat sur Internet, je m'efforce autant que je peux d'inviter à la fois des gens de gauche et des gens de droite. Donc je dois un petit peu ingurgiter autant de contenu de gauche que de contenu de droite sur YouTube. Et c'est vrai que sur YouTube, il y a pas beaucoup de contenu de gauche, je trouve. C'est majoritairement droitard sur YouTube.
qu'est-ce que vous aimeriez proposer, qu'est-ce que vous auriez donné comme idée pour motiver les gens à la rigueur, motiver les gens de gauche à créer du contenu, qu'est-ce que vous pourriez dire au final pour qu'il y ait une sorte d'élan de création comme ça, peut-être donner des idées, donner des... Ah, moi, un peu ce que je disais tout à l'heure, mais n'ayez pas peur de vos idées en fait. On a des idées et j'ai l'impression qu'on finit par avoir peur de nos propres idées parce qu'on se dit ouais mais ça correspond pas forcément à ce que les autres font, ça correspond pas forcément à un moule. Internet nous offre cette liberté. Alors elle est contrainte par plein de trucs, les GAFAM, etc. Mais en soi, on a quand même une grande liberté. Il y a plein de plateformes. Et on parlait tout à l'heure de terrain. Oui, Sam disait il y a des terrains. Moi, il y a un truc qui m'avait fait tiquer, c'est le site Odyssée. Donc le site Odyssée, c'est une alternative à YouTube et qui est considéré aujourd'hui comme un site d'extrême droite, de complotistes, parce que tous les gens qui sont fait bannir de YouTube, c'est souvent des gens d'extrême droite et complotistes, pas tous, mais pour beaucoup. Donc ils se retrouvent sur Odyssée. Et du coup, cette plateforme-là, qui est une plateforme d'hébergement de vidéos, donc relativement neutre à la base, elle est pas du tout occupée par... voilà, on se plaint sur YouTube qu'il y ait trop de contenu de droite, mais sur Odyssée, vraiment, les contenus de gauche, il faut aller les chercher. Voilà, il y en a vraiment pas beaucoup. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est des gens qui me disent quoi, t'es sur Odyssée, c'est bizarre, c'est une plateforme d'extrême droite. Mais en fait, c'est une plateforme d'extrême droite parce qu'on n'y est pas, parce qu'on n'y va pas, parce qu'on n'ose pas faire des choses d'autres manières. Donc c'est juste un exemple anecdotique, on s'en fout d'Odyssée, c'est faites des peer-to, faire ce que vous voulez, trouvez des alternatives, faites des Twitch. Sur Twitch, il y a une communauté beaucoup plus à gauche que YouTube, donc si vous avez peur des chats malaisants, peut-être faites plus du Twitch si vous aimez le streaming, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire, donc moi ce que je dirais c'est n'ayez pas peur de vos idées, tentez des choses, trouvez des gens qui pensent un peu comme vous et qui ont des envies de faire des choses aussi un peu dans le même sens. Et faites de l'art aussi, faites pas que des débats politiques un peu chiants, faites de la musique, faites des films, faites des choses. On a tellement d'outils à nos mains, quoi. Il y a un youtubeur américain, enfin c'est même pas un youtubeur, mais c'est un créateur de vidéos américain que j'adore vraiment, qui s'appelle Amon Animation. Et lui, donc, il reprend des dramas qu'il y a eu dans le breadtube américain, donc la gauche américaine, et il en fait des espèces d'animations en 3D ultra malsaines, en mode horreur cosmique, etc. Et c'est juste génial, c'est juste vraiment du génie en fait. Parce qu'il a tenté un truc que personne d'autre ne faisait avant, et des idées comme ça, il y en a, voilà, chacun en a en fait. Et c'est juste que il faut pas en avoir peur, il faut croire dans l'intérêt que peut avoir une idée, évidemment être prêt à changer, être prêt à s'améliorer et tout, mais voilà, tenter des choses, c'est le meilleur moyen en fait qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui marche et qui dure. Et donc, voilà, n'essayez pas d'imiter, mais essayez d'inventer votre propre voie, votre propre façon de faire. Et plus on en aura, plus il y a de chances que ça marche, quoi. C'est vraiment... plantez des graines partout, tenter plein de choses. Et si vous avez le temps et les moyens, évidemment, parce que c'est dur pour beaucoup de gens, ça aussi, mais voilà, si vous avez envie de faire des choses, faites-les. C'est ce que je dirais. Dany Raz? Pareil, en vrai, j'ai un peu le même discours. Surtout, c'est toute l'idée de la bataille culturelle, quoi. Ouais. El famoso Gramsci. À un moment donné, on a des outils à notre disposition, et moi, force est de constater que la gauche est celle qui se permet à être la moins qualitative, à avoir le son de moins bonne qualité, à avoir l'image de moins bonne qualité, à avoir les discours les plus ennuyeux. Lève la main. Ça lève la main. Bonjour. Après, Après, ça va, ouais, franchement, vous êtes ça pas va. les pires, hein. Sans déconner, vous êtes C'est pas les pires, oui. Justement, c'est ça, tranquille. Mais et ça, c'est pas forcément une question de moyens. Et en dehors de ça, c'est aussi l'imagination et le fait d'y aller. Aujourd'hui, c'est une question de, c'est une urgence, c'est une question de survie, c'est une question de santé même mentale des gens. Parce que tu vois, par exemple, nous, ce qu'on a le plus eu comme message en dehors de l'extrême droite, c'est des gens pendant le Covid à qui on a redonné l'envie juste de se marrer, et même l'envie de se politiser, l'envie de militer, l'envie d'être de fiers de leur identité. voilà, de fiers de ce qu'ils sont, de se retrouver avec des gens qui parfois qui leur ressemblent, parfois pas du tout, mais quand même de voir des points communs, et aussi de commencer un peu. Moi, je trouve la gauche, il y a un appel, confondez pas les moments où vous vous soignez et les moments où vous allez militer. Et je trouve aujourd'hui, vous passez beaucoup de temps à vous soigner. Et là, va falloir réoccuper le terrain dans la conflictualité, l'envie de combattre, de militer et d'aller convaincre. Parce que ça peut pas suffire de prendre soin les uns des autres, les unes des autres. C'est très bien, il faut qu'on continue à le faire. Mais là, on s'est trop enfermé là-dedans pour 1000 raisons. Faut repartir au combat avec tous les moyens qui nous sont offerts, quels qu'ils soient. Et surtout, occuper tous les terrains, comme l'a dit Kali, comme tu l'as dit, Et surtout, penser au plafond de verre. Je vais vous donner un exemple. L'UPR, on avait l'impression qu'ils allaient faire 15% si on regardait les commentaires YouTube. On a vu la réalité.
C'est pas parce qu'il y a 300 000 vues en moyenne sur les vidéos d'extrême droite, c'est le même public. Ils sont abonnés aux mêmes chaînes, ils regardent les mêmes trucs en mode algo. En plus, déjà, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Plein de gens regardent les vidéos, moi, c'est mon cas, hein, pour se renseigner, pour regarder, pour analyser et tout. Et on a l'impression qu'ils sont surpuissants parce qu'ils arrivent par pack de 100, 1000 dans les commentaires, comme ça, ils arrivent, ils t'insultent, c'est très violent. C'est leur stratégie. Eux, ils utilisent hein, cette stratégie-là pour créer de l'autocensure, pour donner l'impression que ta vidéo, elle est dislike, qu'elle n'est pas aimée, etc. Moi, c'est des choses que j'ai beaucoup subies sur YouTube et qu'on rendu. Même des gens me disaient ah, ta vidéo est pas très aimée, peut-être que tu aurais dû faire ça. Alors que c'était clairement l'extrême droite qui me mettre des dislikes en masse et que ça n'avait pas forcément grand chose à voir avec la qualité de la vidéo. Pensez qu'en fait, il faut dépasser ça et être moins dans la dépression de la gauche de se dire on peut rien dire, on peut rien créer. En fait, y a pas, ne rentrez pas dans le on ne peut plus rien dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Justement, Papacito, il met des coups de machette à des mannequins sur YouTube. Donc imaginez ce que vous pouvez faire quand même. En plus, en défendant des trucs qui sont pas racistes, pas sexistes, les lois françaises, vous allez être encore plus protégés. Les plateformes, même d'ailleurs Twitch, s'il y a si peu de droitards, c'est qu'ils sont beaucoup plus durs sur les excès de ce genre. Tu fais ça sur Twitch, t'es ban très très vite, ce qui est en un sens peut-être un peu abusif, mais c'est pas plus mal. Ça a permis à pas mal de gauchistes de se reconstruire avec une communauté qui leur ressemblait et de commencer à recréer du contenu. Il y a pas mal de youtubeurs de gauche qui sont passés à Twitch pour ça, je pense. Mais revenez sur la plateforme, créez du contenu sous toutes ses formes et dans la plus grande diversité possible. Tu citais le BreadTube, je trouve que c'est un très bon exemple. Genre la gauche américaine, la droite américaine extrêmement puissante, l'alt-right, il n'y a pas besoin de comprendre. Mais la gauche sur YouTube, elle est là. Je veux dire, tu as Philosophie Tube, tu as ContraPoints, tu as je ne sais combien de chaînes qui existent. Et ils font du contenu de qualité. Ils ont rendu cringe l'extrême droite en se moquant d'eux, en faisant des vannes et tout. C'est possible, il faut créer cet effet de blog, de montrer aux gens que c'est possible parce que quand il y aura plein de vues sur les vidéos de gauchistes, qu'il n'y aura pas que Usul, quoi, les gens vont se dire en fait, on existe, on est là, oui, il y a l'extrême droite, c'est YouTube, il y a l'extrême droite dessus, c'est pas grave, mais on est là, et plus il y aura de vidéos, plus ça va donner de la force, en fait, aux uns aux autres, de se dire putain, ouais, on existe, on n'est pas rien, et on peut aussi, nous, aller se moquer, on peut aussi aller troller, on peut aussi. C'est du rapport de force. C'est ça, et puis juste pour en finir, après, on arrive sur la conclusion, et puis des profils différents, quoi. Ça veut dire que les universitaires. De gauche qu'on a vu 100 000 fois, ça suffit en fait. On a assez de vulgarisateurs. Maintenant, justement, moi je veux des Wissam, je veux des profils comme ça. Bien sûr. Des gens qui sortent de ce qu'on a eu l'habitude de voir parce que c'est plus Faut possible. produire, bordel, Zawa Prod, ciel. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et nous c'est ce qu'on essaye de faire pour finir. Nous, on essaye de faire émerger le plus de gens possible. Il y a Cassandre, par exemple. Il fait des streams sur Twitch qui parlent de questions LGBT notamment, mais pas que, et aussi politiques. Et nous, c'est ce qu'on veut continuer à faire autant que possible, quoi. Puis dans le combat, il y a beaucoup de soutien. Les gens soutiennent. Nous, on est beaucoup soutenus. Croyez-y, les gens. Ça donne beaucoup de force. Ouais, vous verrez, les gens, ils ont besoin de ça et ils répondront. Il y a un public. Si vous attendez ce genre de contenu, c'est que vous... Il y a un public. Imaginez le nombre de gens. Genre, nous, on a été surpris du nombre de gens à qui on parlait, qui avaient besoin de ça, en fait. N'oubliez jamais que les gens ont besoin de ça, en fait. C'est ça. Wissam, t'as le mot de la fin? Moi je dirais que je rejoins tout ce que vous avez dit, et je dirais que c'est ne pas craindre de salir les mains. Vraiment, c'est ça. De salir les mains, de se tromper, de dire des choses qui sont fausses. Moi, j'étais pas sur Twitter pendant longtemps, et là, j'y reviens, et je reste sur Twitter. Il y a des polémiques, je reste parce que je pense que il y a une chape de plomb qui est en train de se briser petit à petit. C'est-à-dire que pour moi, il y a rien de plus insafe que les milieux safe. Je ne sais pas comment font les gens pour vivre là-dedans, parce que tu as toujours cette crainte d'avoir un mot plus haut que l'autre, de pas utiliser le bon terme, de pas, tu vois, et je pense que ça immobilise plein de gens qui n'osent plus. Et moi, je suis là-dedans pour dire, et je pense que toi aussi, vous aussi, Dani Eras, vous dire, on est un peu des bulldozers. C'est en mode, mais putain, mais ayez pas peur. Faut qu'on assume des choses, faut qu'on dise des choses, faut qu'on se trompe, Et moi, je suis pour un mot qui est galvaudé, c'est celui de la bienveillance. Mais pas la bienveillance niaise. C'est-à-dire, ça va, la bienveillance de frères et sœurs, vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut se foutre dans la gueule, entre nous, on peut se foutre dans la gueule, mais quand il y a un ennemi, putain, on fait bloc. On fait bloc, on est là, on se soutient, et ça n'empêche pas qu'on puisse se disputer. Et je pense qu'il faudrait ça, en fait, dans la gauche. C'est-à-dire qu'on s'autorise à être en désaccord, on s'autorise à dire, putain, tu me fais chier, mais quand il y a un vrai danger, là, stop, c'est fini les disputes. Vous savez, il y a un truc en islam que je trouve très intéressant, que parfois il faudrait adopter, c'est que le rappel doit se faire en privé. C'est-à-dire que tu dois pas trop afficher en public. Et donc, je pense que certaines fois, il faut appliquer ça. Par exemple, que s'il y a Nas qui est dans la sauce, ou s'il y a Poutou qui est dans la sauce, ne pas exposer les désaccords, le dire en privé, et pendant ce moment-là,
faut être en bloc, faut être ensemble, quoi qu'il en soit. Donc voilà, moi je pense qu'il faut mettre la main dans le cambouis, faut un peu plus de bienveillance et voilà, faut pas hésiter à, comme vous avez dit, à sortir un peu du cadre, à pas être trop intello, à être un peu gogol parfois. Putain, j'ai dit un mot qui va être problématique, j'ai dit gogol. Je vais me faire cancel. Comment? T'as la sueur qui découle. Ah ouais, là, j'en peux plus. merde. Non, mais de toute façon, je veux dire, il y a une chose que je dis souvent, les gens, parce que moi, je suis assez cancel dans les camps, dans le camp de la gauche. Il y a rien de plus satisfaisant que d'être déjà cancel. Ah, C'est en mode, ça libère. vous allez Non, mais faire quoi de plus? Ah là là, quel con. Vous allez faire quoi de plus? Me cancel quand je suis cancel? C'est magnifique Attends. que tu as réussi à parler d'islam, à citer l'islam et à énerver la gauche. Donc là, tu as énervé l'extrême droite en parlant d'islam, tu as énervé la gauche en étant cancel. Je trouve la ça- liberté. C'est parfait. Voilà, tu as surtout, un la truc, liberté possible. C'est pas très beau. propre aux militants de gauche de se faire harceler. Oui. La moindre influenceuse Insta, le moindre créateur Thibaut InShape, le plus normie que vous voulez, il y a des périodes, il y a des clashs, c'est comme ça fait partie. Il faut avoir ça en tête. On peut plus faire le surpris. Moi, j'ai été surpris. Je savais pas que la violence allait venir sur Internet. Ne soyez pas surpris de la violence sur Internet. Faites-en une arme. La polémique, c'est aussi le moment où les gens ils vont venir vous soutenir. Enfin, ouais, c'était la conclusion. Et ils vont venir. Non, mais c'est tout Mais con. t'as vu comment il me coupe? C'est tellement blanc. So white! So white! Parce que Mais regarde tes privilèges, je suis pas tchèque. Façon à le pire, bande d'homophobes. C'est ça, c'est terrible. Non, mais voilà, je suis d'accord avec toi et je pense que faut aussi avoir de la distance avec Internet, faut aussi avoir un peu de distance avec le monde militant. Moi, il y a un truc, moi j'habite, là je suis sur Paris, mais ce que j'aime, c'est de rentrer à Saint-Étienne, parce que je suis de Saint-Étienne, et de revoir ce que j'appelle les gens normaux. C'est-à-dire les gens qui sont pas dans la sphère politique et de voir comment en fait il y a un autre monde. Faut se dire ça, faut pas se fixer vraiment sur Internet et donc faut vraiment se décomplexer et voilà se dire que Twitter, le monde militant, c'est vraiment un petit monde et pas se rester bloqué là-dessus. Et donc ça ouvre vraiment des possibilités et de pas hésiter à faire plein de trucs. Voilà, moi Twitch, je vois qu'il y a de plus en plus de gens. Moi, c'est les Danieras qui m'ont donné envie d'y aller. Et voilà, il faut continuer et tout. Et voilà, j'ai le plaisir de finir avec une conclusion du grand timonier que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalisent. Et voilà, ça c'était Mao. Bordel. N'ayez pas peur de vous salir les mains, soyez bienveillants, soyez décomplexés. C'est Voilà. cool. En La tout cas, vraie bienveillance, pas la veillance de fragile. merci à vous tous en tout cas pour vos éclaircissements et puis aussi d'avoir nuancé les propos de la première vidéo. Merci aussi d'avoir rendu la chaîne encore plus confuse qu'avant, c'est cool. Et soutien quand même à des gens comme Usul et Bouzeux. Par exemple, Bouzeux, j'ai beaucoup attaqué, mais si Bouzeux se fait attaquer, soutien à Bouzeux, hein. Et soutien à Usul. Un Jacotte. Bien sûr, aussi à Jacob, bien sûr. C'est ça. Mais merci à toi de nous avoir invités. Pour une fois, j'espère que les gens voient plus clair notre position. Bordel. Merci à On toi. est les gentils, on est les gentils. méchant. Ouais, on est les faux méchants. Promis. Bah, Et les autres. je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Salut. À toi. Merci beaucoup. Salut.